l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Mais si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour et bienvenue dans Stop Motion, votre podcast sur l'animation. Je suis comme d'habitude avec Nero. Comment vas-tu, Nero? Ça va. Non, en vrai, ça fait 2 jours que je suis malade, là, je suis en convalescence. Je suis content de parler de ce film, mais désolé hein, pour les auditeurs et auditrices si je parais un peu fatigué aujourd'hui. Je suis rincé, mais content d'être là. Bah écoute, on va voir ce que ça donne, hein, sur le coup. ça devrait bien va le passer. faire, ça va. Mais oui, ça va aller. Sinon, moi je vais bien, parce que tu m'as pas demandé, mais... Désolé, je suis tellement rincé, le reste ça commence. Hein. Donc tu vas bien, je suis content que tu ne sois pas malade et que tu ailles bien. Mille excuses. Oui, non, moi ça va. Ça, c'était la semaine dernière. Oui, c'est vrai, parce que du coup, ça fait quasiment 2 fois qu'on reporte, parce qu'on a tous les deux été malades, et moi en déplacement à une semaine de décalage, du coup, qu'on enregistre, on enregistre maintenant, mais après quelques petits déplacements de l'épisode. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va débuter notre dernière thématique de l'année. Ah oui. Du coup, à savoir de l'autre côté du miroir. Pour ce lancement, on va aborder le second film d'un réalisateur dont on a déjà parlé dans l'émission, aka Satoshi Kon, avec Milena Mactress. Yes. Et on va donc vous dire pourquoi il faut voir ce film. Voilà. Alors, déjà on avait adoré Perfect Blue, on avait dit du bien, hein, sur le coup. Ouais. Mais qu'est-ce que vaut ce deuxième film de ce grand réalisateur? Ça vaut grave le coup. C'est vraiment un film à voir. Yes. Donc Millennium Actress, qu'est-ce que c'est? C'est un drame, un peu romance, donc de Satoshi Kon. Mm-hmm. Le film est terminé en 2001 et est sorti le 14 septembre 2002 au Japon, et n'est sorti qu'avec un peu de retard en France, parce qu'il est sorti le 18 décembre 2019. Voilà, c'est petit retard, quoi, ça va. Donc il n'y a pas de foutage de gueule dans ce retard de sortie. 18 ans de retard. C'est chaud, hein. Super chaud. Ouais. Et pourtant, 2001, je sais pas. Pourtant, il a commencé à y avoir un peu un boom du manga, c'était pas que... Tu sais, il y avait les Ghibli qui commençaient à sortir et tout. Ah ouais, non, il y avait déjà des films d'animation japonais qui sortaient. Hein. Ouais. Et encore, s'il avait mis 2-3 ans, j'aurais pu comprendre, mais là, 16 ans... Tout le monde l'a vu avant. En France, tout le monde l'a vu. De toute façon, je pense qu'il était sorti physiquement bien avant. Hein. C'est parce qu'en fait, ils ont... je sais, pour une certaine occasion, je crois, ils ont profité de faire une sortie officielle, en fait, en 2019, mais il était déjà dispo en France depuis des mais années, il était déjà sorti en DVD, en fait. Oui. Ah, d'accord, ok. C'est au cinéma que... D'accord. Voilà, la sortie cinéma, c'est sa sortie officielle, en fait, nationale en France, c'est qu'il a une sortie... voilà, c'est comme ça qu'est définie la sortie d'un film officiellement, c'est qu'il est sorti au cinéma ou non. Ok, ouais. Bon, c'est quand même long. C'est quand même long, et c'est pas le premier film qu'on a dans le podcast où ça fait ça. Hein. Lequel? Quel autre? Il me semble que le château de Cagliostro, ça a fait ça aussi. Ah, c'est possible. Oui, le château de Cagliostro, ouais, c'est possible. Pour ce qui est du synopsis, du petit résumé, alors, c'est 2 journalistes qui se rendent chez une ancienne actrice retraitée, vivant recluse depuis 30 années dans sa maison isolée. L'un est fan de cette célébrité, l'autre non, et c'est à travers leurs yeux que nous découvrirons la vie mouvementée d'une grande actrice, aussi haletante que passionnante. Eh ben, c'est très bien résumé. Alors, c'est parti. Donc, l'idée de réaliser ce film, Millennium Actress, est partie d'une idée proposée à la base par Masao Maruyama, qui est... c'est un producteur, je crois. C'est ça. C'est un des producteurs et un des cofondateurs de Madhouse, donc rien que ça. Ok, d'accord, ça je savais pas. L'idée est aussi proposée par Taro Maki, qui est aussi un producteur de chez Madhouse. Ah d'accord, ok, il y a 2 producteurs. Parce que moi j'ai regardé un peu le making-of et il y avait un producteur, mais je sais plus c'était lequel. En fait, on voit les deux. T'as regardé le making-of, mais est-ce que par hasard tu as regardé... je sais plus si on voit les deux en fait dans le documentaire. Parce que j'ai aussi regardé le doc qui est sorti récemment sur Satoshi Kon's L'Illusionniste. Ouais, non ça j'ai pas vu. J'ai pas vu encore ça. Qui est disponible sur OCS, et tu peux voir du coup de nouveau Masao Murayama et Taro Maki qui ont été producteurs du coup tous les deux sur le film. Parce que j'en ai vu un qui disait qu'il avait vu Perfect Blue, il avait adoré et c'est pour ça qu'il avait été chercher Satoshi Kon quoi. Il l'avait appelé et tout. C'est peut-être Taro Maki. Ça serait, je crois, ouais. Ça serait concordant, avec ce qu'il dit dans le deuxième documentaire, du coup, Satoshi Kon, l'illusionniste. D'accord, ok. Donc c'est ça, il avait adoré Perfect Blue et il voulait reproposer un projet en fait similaire, dans l'intention de réalisation, un projet similaire à donc un projet un peu puzzle à Perfect Blue, parce qu'il a vraiment été subjugué par Perfect Blue apparemment.
Oui, c'est surtout le côté. Bah justement, quand elle fait des rêves et tout, et que tu comprends plus trop où t'en es, etc. C'est ça en fait qu'il avait kiffé en fait. Exactement. Dans le documentaire, si tu te souviens, il compare le film à un stéréogramme. Donc une Ouais. œuvre à plusieurs points de vue. Oui, ouais, ok. Oui, oui. C'est donc un projet original, contrairement à Perfect Blue. C'est pas une adaptation. Ah, intéressant. Ouais. C'est pas souvent, hein. Et ça n'empêche pas les deux œuvres de se répondre plusieurs fois, sur pas mal de points. Ok. Donc le réel, on en a déjà un petit peu parlé dans notre épisode sur Perfect Blue. Donc c'est Satoshi Kon, Mhm. qui est aussi appelé Cons par ses amis et collaborateurs. Donc je pense qu'on va souvent l'appeler Cons dans l'épisode, ça sera un peu plus simple. Ouais, comme tu veux. C'est un mangaka, un réalisateur japonais, qui est né en 63 et qui est malheureusement décédé en 2010 d'un cancer du pancréas. Mhm. Il est très influencé par Katsuhiro Otomo, Otomo, ouais. donc le papa notamment d'Akira et de Steam Boy. Ah oui. J'avais confondu avec Ghost in the Shell, mais je confonds toujours les deux. Non, c'est... C'est Mamoru Oshii, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça. J'en ai profité d'ailleurs pour... parce que dans les documentaires, il parlait un petit peu de ses travaux en tant que dessinateur, donc de mangaka, donc je suis allé voir un petit peu les extraits de ses 2 premiers mangas. Ouais. Et Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. c'est déjà vachement quali, hein. Tu sens que c'était, outre un très bon réalisateur, vraiment un très très bon dessinateur. Et ces mangas ont l'air vachement intéressants. Il y en a fait plusieurs, hein, notamment un avec Mamoru Oshii, qui n'a duré qu'un tome parce qu'ils sont pas très bien entendus apparemment d'après le documentaire. Ok. Mais Je on comprends. reconnaît son style et ça a l'air très très intéressant. Et en tout cas visuellement, ça a l'air, c'est très propre, techniquement c'est très beau. D'accord, ok. Donc Millennium Actress, c'est sa seconde réalisation pour lui, son second film, et son premier scénario original, parce qu'il est aussi crédité au scénario. Ah, ouais, c'est intéressant. Donc l'idée est de Masao Murayama et de Taro Maki, mais au scénario, nous avons donc Cons et Sadayuki Murai, qui a travaillé sur Perfect Blue, Steam Boy et Gilgamesh. Je ne connais pas Gilgamesh. Sans les coups. Je ne connais pas non plus. Pour moi, c'est un perso dans un des derniers Marvel, mais bon. Ou dans Fate aussi. Il y a ça dans Fate. Dans la production, on a 250 membres du personnel, ce qui est beaucoup. Attends, 250 250 membres qui ont travaillé sur le film. Ok. C'est beaucoup 250 C'est pas mal. D'accord, ok. Je sais pas, j'ai pas d'ordre d'idée de l'échelle. Sachant que le Studio. film, il a un budget plus conséquent que Perfect Blue, mais c'est pas non plus un blockbuster, hein, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc 250 personnes, c'est quand même pas mal. Parce que Perfect Blue, faut le rappeler, c'est pas non plus un gros succès. C'est un succès critique, mais ça... Ouais. Mais au moment, en fait, au moment où est mis en production, la production commence pour Millennium Actress, Mhm. Perfect Blue est à peine sorti, et c'est pas non plus un gros carton, quoi. Je crois que le premier film va vraiment être très 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 rentable, je crois, pour Satoshi Kon. Je crois que ce sera son 4e et dernier film. Je crois que ce sera Paprika. Paprika, ouais. C'est dommage, sur le coup. Après, apparemment, d'après ce que j'ai compris à travers diverses interviews et documentaires, Mhm. c'est aussi une question de mauvais choix de distribution et de contact, tout ça, quoi. C'est pas parce que les films ont forcément été mal perçus et tout, mais il y a peut-être une distribution qui s'est pas assez bien faite. Apparemment, il y a pas mal de facteurs qui ont joué. D'accord, ok. Mais pourtant, je crois que c'est Millennium Actress, il est... Tu vas peut-être le dire après. Parce qu'il est passé à Cannes, non il a été à Cannes, je crois, Millennium Actress. J'ai pas vu cette info. J'ai Ah, t'as relevé pas 2 vu prix. Il Bah, a dans, rien les, eu à Cannes. dans les awards, j'ai relevé le Festival Fantasia de Montréal en 2001, pour qu'elle ait remporté le prix du meilleur film d'animation, Ouais. et le prix Mainichi Nobuo Ofuji en 2003. D'accord, ok. Il Donc il a peut-être été en lice à Cannes, je ne sais pas du tout par contre. me semble il était passé à Cannes, mais... C'est possible, hein, je pourrais pas affirmer la chose de toute façon. Il est peut-être de la merde, non sur le coup. Donc je disais que c'est 250 personnes qui ont travaillé sur le film, 2 ans de production environ, et une petite partie de l'équipe de Perfect Blue qui a assisté Cons, à peu près une vingtaine de personnes qui ont continué l'entourer pour Millennium Actress. Donc c'est ce que j'avais déjà dit un petit peu dans l'épisode de Perfect Blue, hein. Il s'est entouré vraiment de quelques personnes dont il connaissait vraiment le talent et avec qui vraiment il avait envie de travailler. Ouais. Qui connaissait les points forts et les points faibles des membres de son équipe, donc il pouvait parfaitement s'appuyer sur les membres qui l'entouraient, quoi. Mhm. Ce qu'il a fait avec 2 personnes qu'il a engagées spécifiquement d'ailleurs pour le film, qui sont le compositeur Suzumu Hirasawa, dont il était particulièrement féru. Il était particulièrement féru de son travail. Ouais. Donc il est allé le chercher, il lui a demandé spécifiquement sans vraiment trop y croire, pour son 2e film, pour qu'il lui fasse la BO. Oui, mais c'est pas le même compositeur que Perfect Blue, sur le coup. Non.
ça, C'est oui, quelqu'un j'avais qui vu ça pour est... le- voilà. C'est quelqu'un qui est venu chercher spécifiquement pour le film, dont il était Oui, parce fan, qu'il adorait sa musique. Ouais. parce que je reviendrai dessus, mais c'est un très très gros musicien japonais et compositeur qui est à ses côtés au Japon. Mais est-ce qu'il est surcoté ou sous-coté? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il est... Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Le peu que j'ai écouté, j'aime bien. Donc, Ok. on en parlera un petit peu dans sa section qui lui sera dédiée un petit peu plus tard. Mhm. Il a également été chercher le character designer Takeshi Honda, qui a travaillé notamment sur Ghost in the Shell et Perfect Blue. Et il me semble qu'on a cité dans Jinro. On en a vite fait, je crois, parler dans le podcast Ah sur oui. Jinro. Mais il est partout. Pour la petite anecdote, ce gars est tellement bon et réputé, tellement talentueux, que Cons l'appelle maître Ah ouais. sur le tournage. Mhm. Enfin, le tournage. Production du film, Oui. pardon. Oui, je vois. Donc il a beaucoup d'estime pour son travail et c'est quelqu'un de très très estimé dans la profession et qui fait un travail vraiment qualitatif et magnifique. Cons a quand même créé quelques designs, et dessiné notamment, pour la petite anecdote, toutes les affiches présentes dans le film. Toutes les affiches de films que l'on voit dans le film ont été designées par Cons. Ah d'accord, ok. Ouais, stylé. Voilà, il aime vraiment s'entourer de personnes avec qui il veut travailler, et avec qui il aime travailler, dont il connaît apparemment les points C'est forts et les points faibles. c'est pas tellement différent de, tu sais, d'autres réals, hein, comme Spielberg qui prend tout le temps. Merde, John Williams, voilà. Ouais. C'est des trucs comme ça, quoi. Après, ouais, mais entre travailler avec une ou deux personnes et une vingtaine qui te suivent, mais Ah, tu parles d'une vingtaine de personnes? ouais, il est vraiment apparemment entouré entre 15 et 20 personnes qui le suivent sur... Ouais, sur j'avais tous ses entendu que projets. Spielberg c'était aussi un peu pareil, il avait vraiment une équipe aussi, d'une dizaine de personnes qui reprenaient tout le temps avec, tu sais, le chef-op c'était toujours le même et tout, tu vois, pendant, je sais pas, un bon moment. Sachant que Cons a la réputation d'être très dur. Je sais pas pour Spielberg, mais Ah, je sais pas. Cons apparemment... Enfin, il a la réputation vraiment d'être un bourreau de travail. Dans le documentaire d'ailleurs sur Satoshi Kon's l'illusionniste, son ami cofondateur et producteur de Madhouse, donc Masao Murayama, je crois qu'il termine l'interview en disant que c'était un adorable connard. Hein. C'est d'accord, ok. Bon, il dit ça C'est avec gentil. avec plein d'émotions, hein, donc c'était quelqu'un d'assez dur apparemment, vraiment dur, C'est un perfectionniste, quoi, c'est tout. qui avait pas je sais pas ses mots, un peu comme apparemment Miyazaki, Hayao Miyazaki. Ouais, même si je pense que Miyazaki, il a un peu changé, là, dernièrement. Parce qu'il a dit que Goro, il a dit que le film de son fils, il était sympa et tout. Alors Ok. qu'il avait défoncé, quoi, il avait fait... je sais plus lequel, là, mais Les je contes crois de que c'est les Terre et contes de Terre et Mer. Ouais, les contes de Ouais. Terre et Mer. Alors que là, Donc, pour... c'est quoi, il y a la sorcière, il a dit, ah, c'est un bon film et tout. Il a fait de la 3D, il a bien travaillé, machin et tout. D'accord, on verra ça peut-être un jour. Ah, peut-être. Parce que je sais que apparemment certaines personnes qui ont été contactées pour le documentaire ont refusé de participer parce qu'ils ont Ah été ouais traumatisés par Cons. Hein. Ah, vache, c'est chaud. Bon, après, il y a quand même plein de gens qui en sensent son travail et tout. Et Mm. ouais, dans les interviews, dans les making-of, il a l'air quand même d'être sympathique par moment. Hein. Ça a pas l'air d'être la Bah, moi, pire dans les personne vidéos du que j'ai monde. vues, c'est... Ouais, ça se passe bien. Tu vois une séquence de doublage, ça se passe bien. Il rigole et tout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un bourreau de travail et que c'est un perfectionniste. Ça, Ouais. y a pas de doute Moi, là-dessus. ça m'étonne pas vraiment, sur le coup. Donc le film Millennium Actress, c'est produit par Madhouse. C'est un très grand studio d'animation japonais. Donc on a déjà très très rapidement parlé pour faire Perfect Blue. Et on en reparlera plusieurs fois très bientôt. On n'en dira pas plus. Oui, effectivement. Oui. Donc c'est à l'origine de Redline, de Vampire Hunter D. Bloodlust, Summer Wars, de The Heavy Gun et Highlander, The Search for Vengeance. D'accord, t'as choisi ça. Ouais. Parce qu'en vrai, là aussi, il y a tellement de production que tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Il y a de tout. Ouais. Mais je voulais Metal, caler le non Highlander. Non, il n'y a pas du Full Metal, j'ai de la merde, c'est Bones, je crois, Full Metal. Pour présenter rapidement Madhouse, gros studio et très célèbre studio d'anime, c'est fondé en 72 par des anciens de chez Mushi Production, qui était le studio d'Osamu Tezuka, donc le papa d'Astro notamment, Ah, d'Astro Boy, pour ceux qui ne connaissent pas. oui, c'est un petit robot. Alors il est composé de pas mal de monde, de gros noms de l'animation, mais je vais en citer que quelques-uns parmi les plus connus et les plus importants, notamment ceux qui font partie, ceux qui ont soit fait les plus grosses productions, les plus connues, soit qui font partie par exemple du membre du conseil ou de la prod directement de Madhouse. Je ferai une petite exception pour Osamu Dezaki, qui a travaillé sur la première série Lupin 3. On en revient toujours, hein. Ouais, c'est clair. Attends, par contre, il y a Osamu Tezuka et Osamu Tezaki.
Exactement, C'est compliqué. faut pas se tromper. Ouais. Donc Osamu Dezaki, Lupin 3, la première série, plein d'autres choses, mais j'ai surtout Ok, d'accord. noté Lupin 3. Et Osamu Tezuka, c'était le papa du coup d'Astro Boy. Donc le fameux petit robot... Oui, dans Ulysse. Non, le mec, il comprend rien. Ulysse Alors non, 31, pas du tu sais. Astro Boy, c'est le petit robot avec la houppette, ses cheveux noirs, avec ses bottes rouges, qui est torse nu, avec un petit slip, et qui sauve des gens, qui combat d'autres robots, et qui est très gentil. Il y a eu plein de séries et plusieurs films dessus. Je pense que pas Yes. mal de gens ont peut-être l'image en tête. Oui, bah c'est connu quand même. Ouais. Donc dans ce studio, pour faire simple, on a donc Masao Murayama, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, qui est membre du conseil d'administration et producteur, notamment de Claymore, l'épée de Kamui, Death Note ou Master Keaton par exemple. Ah, Master Keaton, ça, je crois que c'est un truc de Urasawa, ça. Faudrait que je regarde. Ouais. Ah, il y en a plein d'autres, hein, Tokyo Godfather et tout, enfin, comme il a produit Cons bien sûr, Perfect Blue, tout ça quoi. Ouais. On a Rintaro, qui est réalisateur, donc qui a réalisé donc l'épée de Kamui, qui a travaillé sur Armageddon, le fameux Metropolis. Mhm. On a Yoshiaki Kawajiri, qui est aussi réalisateur, qui a travaillé sur, ça va te parler un petit peu, Lensman, surtout Weak City, Ninja Scroll, Ah, ok, d'accord, ok. Vampire Hunter D Bloodlust et C'est le fameux mon- Highlander. C'est mon sensei. Enfin, je sais pas, mais c'est mon... Comment dire? Voilà. C'est le meilleur homme de la Terre. Sûrement un de tes réalisateurs d'animation ou un de tes réalisateurs tout court favori. C'est un de mes réalisateurs favoris. Ouais, enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu de lui, j'ai adoré. Mais bah, le Highlander qu'il a fait, je crois qu'il était pas ouf. J'ai pas vu Highlander, mais je le regarderai. Et de lui, pour l'instant, je l'ai vu que Vampire Hunter D Bloodlust, que j'adore. Voilà. Et Ninja Scroll, c'était très très cool. Et Weak City, j'ai regardé un peu sur YouTube et c'était très cool aussi. Ça avait l'air bien. Ouais. On a Satoshi Kon, bien sûr, donc réalisateur de Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paranoia Agent et Paprika. Mhm. Et pour terminer, un réalisateur dont on parle en ce moment et dont on va un peu plus parler en fin d'année, Mamoru Hosoda, le fameux réalisateur de La Traversée du Temps, Summer Ouais. Wars, Ameyuki, et en fin d'année, il nous sort Belle, en France. Ça fait 2 fois que tu cites Summer Wars. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, ça fait 2 fois. On a bien sûr bien d'autres noms très importants dans le milieu de l'animation chez Madhouse. Mais voilà, on a fait le choix d'en citer que quelques-uns pour que ça reste digeste. Oh bah oui, non mais si tu cites tout le Madhouse, on n'a pas fini. Voilà, Madhouse c'est beaucoup de production, c'est beaucoup de choses très quali, beaucoup de gens qui ont travaillé avec eux, donc Ouais. on peut pas citer tout le monde, mais il y a d'autres noms qui reviendront, un de ces quatre, parce qu'il y a forcément des films, je pense, qu'on traitera de près ou de loin, de par les connexions de certains réalisateurs et de certains producteurs. Et pour la petite question, est-ce que tu as une production préférée chez Madhouse, là de tête, ou dans la liste que j'ai citée ou pas? Ça c'est la Merde. question très dure. Hein. Bah Ninja Scroll. Sur le coup. Ninja Scroll? Ouais, Allez. j'ai envie de dire ça. Après, je sais plus ce que t'as dit exactement. Je me souviens pas de tout ce que t'as cité. Ah ouais, il y en a plein qui m'intéressent que je n'ai pas encore vu, comme par exemple Metropolis. Ah oui. Mais je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Mais je l'ai vu. Moi, ça va être très dur parce que j'aime beaucoup Perfect Blue. J'ai peut-être adoré Millennium Actress. Je vous donnerai mon avis dans quelques minutes. Peut-être. Et j'adore Vampire Hunter D Bloodlust. Donc je pense que je garderai peut-être Vampire Hunter D Bloodlust parce que ça a vraiment été un gros coup de cœur à l'époque. Moi, Ninja Scroll, c'est... Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Bon bah... On reste sur Ninja Scroll alors. Ouais, je vais rester sur Ninja Scroll. Le budget, c'est 110 millions d'yens. Donc c'est plutôt bien. Sachant que le film en avait prévu 100... Enfin, le budget du film était de 130 à la base. Donc il a dépensé moins que prévu. Et il a fait 262... je crois 262... ah non, je crois que c'est pas foufou. Je crois qu'il a fait 262 000 dollars... quasiment 263 000 $ de box-office mondial. Mais je crois que ouais, dans le making-of que j'ai vu, tu vois quand ils le sortent, le film au Japon, et t'as quand même toutes les affiches partout et tout, c'est quand même un gros machin. Hein. Ouais, ça a bien marché au Japon, ça a été bien accueilli, mais apparemment, Cons avait de la rancœur envers, on peut le voir dans le documentaire du coup, Cons Illusionniste, avait de la rancœur envers Taro Maki. Ouais. Parce que suite à ça, il a dit qu'il voulait plus travailler avec et il l'a viré. Ah, il s'est fait virer lui, je savais pas. Ah, en tout cas, je sais pas si Cons l'a viré en... Mais des films d'après, il est plus là, quoi. Mais il lui a dit clairement qu'il voulait plus lui, je crois, en tant que producteur, qu'il avait pas fait correctement son boulot, qu'il n'était pas satisfait de son travail. Donc il a été, en tout cas, écarté des projets. D'accord, ok. Ça, il a assez mal vécu. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Il explique dans le documentaire qu'il comprend maintenant, qu'il a compris bien après, tout ça. Ouais. Notamment en voyant Tokyo Godfather, il me semble. Ouais. Mais ouais, tu sens qu'il peut être un petit peu dur et
Et ça laisse sous-entendre que peut-être que le film aurait pu avoir encore une meilleure couverture, peut-être une meilleure distribution, mais bon, j'ai pas plus d'infos que ça, je me suis basé sur les infos que j'ai trouvées, bien sûr. Mhm. Les 2 documentaires sur lesquels, voilà, on s'appuie principalement avec Ista, autre toutes les sources qu'on a trouvées à côté, c'est The Making of Millennium Actress, qui est disponible sur YouTube, en anglais, avec des sous-titres français, et qui est aussi disponible sur le DVD et le Blu-ray du film. Et on s'appuie également sur Satoshi Kon l'illusionniste, réalisé par Pascal Alex Vincent. C'est dispo sur OCS légalement, ou à l'achat. Ça paraît officiellement le 18 janvier 2022. Donc on peut déjà le précommander, notamment sur Amazon ou autre, et il y a une version collector qui est sortie, une version édition spéciale. Donc si ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Clairement. Est-ce qu'on passe au film ? Yes, on passe au film. Let's go. Donc comme précisé en début d'émission, on aborde un nouveau thème qui s'intitule De l'autre côté du miroir. Certains reconnaîtront la ref évidente à la suite des aventures d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Bon, la ref est voulue, bien sûr. Qui dit miroir peut dire écran, puisque dans cette aventure, les 2 journalistes, comme nous, spectateurs et spectatrices, allons passer de l'autre côté de la caméra. On va vivre une partie de la vie de l'actrice Chiyoko, mélangée aux fictions qu'elle aura tournées dans sa vie. Clairement. Au travers des péripéties d'Alice ou de Chiyoko, donc les 2 auteurs que sont Carroll et Cons, cherchent à brouiller les pistes entre récits fictifs et réels pour titiller notre esprit, l'interpeller, afin de trouver notre propre proposition dans ce puzzle de vie qui nous est offert. Bon bah Ista, après cette petite introduction, qu'as-tu pensé de ce film ? Bah alors moi j'ai bien aimé, mais il m'a un peu perdu sur le coup. Ouais. C'est pour ça que je voudrais le revoir en fait. Je me dis que peut-être je vais le remater, parce que je vois toutes les qualités du film et tout. Il dit c'est très bien et tout, mais en fait le délire de qu'il passe de l'autre côté, enfin tu sais genre le caméraman, tu sais il se fait blesser, il a peur des flèches qui arrivent et tout. Tu sais je comprenais pas en fait, ça me perturbait un peu. Ouais. Parce que ouais en fait c'est une histoire qui est racontée, mais t'as l'impression que peut y avoir des conséquences sur les bonhommes qui sont en train de faire l'interview. C'est un peu bizarre. Enfin je sais pas, j'ai eu un peu de mal à cause de ça en fait. Ok. C'est un peu déroutant, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça, c'est vachement déroutant, je trouve. Les premières C'est minutes, surtout- j'étais surpris aussi. Ouais, mais c'est surtout le fait, en fait, ouais, que t'as l'impression qu'ils peuvent se faire toucher, qu'ils peuvent être blessés et tout. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ouais, alors que non, pendant tout le film, tu vois bien qu'il leur arrive rien, en vrai. Bah ouais. Mais je Ouais, comprends, mais je comprends que ça ils font perturbe. ils font des vannes par rapport à ce qui se passe, alors que, enfin, tu sais, genre le caméraman. Alors que, en fait, tu vois, enfin, je sais pas. Comment ils voient, en fait. Sur le coup, enfin, je comprends pas. C'est leur 4e mur à eux qui est un petit peu brisé. C'est le côté... Ouais, c'est la fiction et les faits réels du film qui sont arrivés à Chiyoko, qui sont complètement floutés et... pour te perdre un petit peu comme dans Perfect Blue, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, voilà. Mais c'est voulu, hein. Que tu sois perdu, je pense que c'est sincèrement voulu. Ouais, je me doute aussi, mais c'est pour ça que j'ai envie ouais, je me dis peut-être faut que je le revoie pour rentrer dedans et mieux comprendre le truc, quoi. Après, je pense que tu n'as pas forcément pas compris. Ouais. Je pense que tu l'as compris différemment, sûrement de moi. T'as pas eu le même ressenti, c'est tout. Ouais, bah peut-être, je sais pas. Comme je pense que c'est un film un peu puzzle, tu vois, donc il y a plein de choses que tu peux... Là, en prenant des notes, en faisant mes recherches, il y a plein d'interprétations, il y a des choses, par exemple, concrètes qui ont inspiré le film, mais il y a plein de choses qui peuvent être interprétées de diverses manières. Par exemple, là, j'ai fait un rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles, mais tu peux le faire avec plein de choses, donc je pense qu'il y a vraiment une projection, une interprétation à faire du film, et il n'y a pas qu'une seule lecture, et Ouais. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, est-ce que j'ai compris ou pas. Au contraire, le D'accord, récit ok. est très simple. Oui, bah le récit en lui-même, c'est elle cherche le bonhomme qui lui a donné la clé. C'est ça, c'est une interview, l'interview d'une ancienne actrice, et elle nous raconte ses fictions qu'elle a tournées, et elle nous parle de cette fameuse clé qu'elle aimerait rendre à ce fameux inconnu. Au final, cette clé, elle sert à quoi? Bah on sait pas. Sur le coup. Ah, alors ça... Ah mais c'est énervant. T'arrives à la fin du film et tu dis mais la clé, elle a servi à rien. La clé a servi à des choses, mais c'est pareil, je pense Oui, que mais tu sais pas ce qu'elle ouvre, tu sais pas. c'est enfin, sujet à interprétation. D'accord, ok. Je pense que la clé n'est pas là pour donner une réponse. Ah, Elle est pas là pour te dire, elle va ouvrir cette boîte, tu vas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est la définition un petit peu... Je pense que cette clé correspond vraiment bien à la définition du MacGuffin, hein, c'est l'objet qui va guider ton récit.
sans forcément que lui ait besoin de donner une réponse, mais qui est là pour guider tes protagonistes, tes éventuels antagonistes, mais pas forcément pour te donner une réponse sur ce qu'elle éventuellement ce qu'elle pourrait ouvrir en fait, par exemple comme cette clé quoi. Est-ce qu'elle ouvrira cette fameuse mallette à peinture ou pas? Est-ce que ça ouvrira autre chose? Bah oui. La clé a diverses interprétations. Je pense pas qu'il y en ait une plus vraie que d'autres, je sais pas, mais ouais, c'est intéressant que tu. Bah, Bon, ça va être intéressant d'en parler. Ouais. Moi, par exemple, bah voilà, j'ai adoré le film. J'aime assez bien les biopics. D'accord, ok. Bon, je suis toujours conscient qu'un biopic, il y a une partie qui est romancée, bien sûr. Hein. C'est, je pense sincèrement, la meilleure interview que j'ai vue de ma vie. La meilleure mise en scène d'interview que j'ai vue de ma vie, parce que c'est bourré d'idées visuelles, c'est super bien écrit, je trouve. Ça m'a transporté pendant 1h30 non-stop. J'ai adoré, franchement, j'ai pas décroché. D'accord. C'était génial. Mhm. C'est vraiment en plus un film qui parle de cinéma. Ah oui, sur le coup, oui. Complètement. C'est à la fois un hommage, c'est bourré de références, c'est super beau et c'est vraiment fait, c'est cuisiné aux petits oignons, c'est voilà, j'ai adoré, je pense que je le reverrai avec grand plaisir. Il m'a plus touché que Perfect Blue, dans le sens où Perfect Blue, t'es vraiment sur voilà un thriller qui est là pour te mettre mal, te malmener. Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà, les films n'ont pas le même but, Bah non. mais du coup, là t'as un côté peut-être un peu plus cinéma doudou par moment. Clairement, ouais. Même s'il y a un côté dramatique, voilà, le film a un côté plus sain. À Perfect Blue, tu peux pas trop le mettre devant des gens sensibles ou violence. C'est plus compliqué. Je parle de Perfect Blue parce il peut être considéré, ces deux films peuvent être considérés un petit peu comme un diptyque. D'accord, ok. Puisque Cons les considère comme les deux faces d'une même pièce. Ouais. Mais genre, Perfect Blue, ça doit être la plus sombre, la partie plus sombre, quoi. Et l'autre, Ouais, voilà. plus optimiste, je pense, le côté de Millennium Actress, quoi. Ouais, parce que les films sont un peu sont similaires dans les thèmes, peut-être. Dans leur construction. Ah, dans leur construction, ouais. Dans leur construction et dans les thèmes, ils ont vraiment des thèmes communs. Notamment le thème du fan, mais qui n'est pas du tout traité de la même manière. C'est vrai. J'avais pas pensé, mais oui. Le fan est un gros obsédé dans Perfect Blue, un gros taré. Voilà. Et là, c'est un fan, c'est un bon fan, quoi. Les persos, donc on a Shiyoko Fujiwara, qui est l'actrice, la fameuse Millennium Actress. On a Genya Takibana. C'est quoi? C'est qui? Qui est l'intervieweur, le journaliste. Ok, d'accord. Le fan. Ouais. On a Eiko Shimao, qui est le caméraman. L'homme à la clé, l'homme à la cicatrice. Il y a deux autres personnes importantes. Il y a son mari d'après, enfin celui qui va devenir son mari. Le fils du producteur qu'il a engagé pour son premier film. Voilà. Attends, de quoi? Les fils? Et la fameuse actrice qui va être jalouse d'elle de une Oui, voilà, il y a elle aussi, ouais. Et j'ai dit une bêtise, le caméraman ne s'appelle pas Eiko. Eiko, je crois que c'est le nom de sa gouvernante, la gouvernante de Shiyoko. Ah oui, elle. Bon, on la voit pas beaucoup, elle. On la voit pas beaucoup. Bah, qu'est-ce que t'as pensé des personnages, tiens? Attends, Eiko, je crois que c'est justement l'actrice qui est jalouse. Eiko Shimao. Ah bon? Je me suis encore gouré. Ouais. Moi, j'ai tapé sur Google Eiko Shimao et les images, c'est plutôt elle qui me montre. Hein. Ah, my bad. Ouais, c'est elle. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des personnages l'actrice, elle est... Enfin, le perso principal, il est touchant. Hein. C'est un bon perso. Shiyoko, ouais, je suis d'accord. Elle est très pure, très naïve et tout. Donc, c'est un peu... Ouais, j'aime bien ce genre de personnage. Très bon, très... Oui, très bon dans le fond. C'est la bonté incarnée, je dirais. Voilà, clairement. Ouais. Elle est très gentille, assez candide. Très candide. Ouais, candide, ça lui va bien. Sinon, le caméraman... Attends, l'intervieweur... l'intervieweur, il est... de toute façon, ils sont tous un peu... Enfin, l'intervieweur, il est cool, il est sympa aussi. Genya, ouais. D'ailleurs, on voit qu'en fait, il était dans son équipe de prod. Il était dans l'équipe de prod. Ouais, il était sur plusieurs tournages. Genre un stagiaire ou je sais pas tournages, ouais. Ouais. Au début, c'est un stagiaire. Au tout début. Ouais, je crois que c'est ça. Puis après, il va évoluer un petit peu dans les grades, mais il a un petit poste, quoi. Voilà. Non, lui, il est cool, tu sais, il l'aide et tout, donc... Il est super gentil avec elle. Bon, c'est le fan, justement, ça, c'est le fan cool, quoi. c'est pas le fan cringe, c'est un fan bienveillant. C'est ça qui, du coup, pourrait être le versant positif de Mimaniac de Perfect Blue. Ouais. Il nous montre un aspect positif du fan. C'est lui qui nous sert d'ouverture sur la vie de Shiyoko, hein, comme c'est lui qui va l'interviewer. Oui, clairement, ça commence avec lui, d'ailleurs, un peu. Enfin... Oui. Si, ouais, c'est lui qui sort de... Bon, d'abord, il y a une scène avec l'actrice qui va dans l'espace, là. Ouais. Mais juste après, c'est lui qu'on voit. Superbe scène. Ouais. Ça m'a fait penser à Interstellar, moi. Blindé de symbolique. Ça m'a fait penser à Interstellar. Ah ouais, moi j'ai plus pensé à 2001. Ah bah oui, 2001, ouais, bah oui aussi. De par sa construction et la base lunaire, tout ça.
Mais ouais, c'est un petit peu le dernier voyage, ça peut aussi se voir dans Interstellar, hein, clairement. Ouais. Après, c'est possible que ce soit 2001. Oui, mais après, c'est... Ouais. Interstellar, on sait que Nolan, il est influencé par Cohn, hein. Il a vu ses films et tout, donc il y a moyen aussi. Hein. Shiyoko Mm. est inspirée de 2 grandes actrices japonaises, donc Setsuko Hara, qui a notamment joué dans La Fille du J'ai Samouraï. déjà entendu ce nom-là, c'est un nom connu, je crois. Hein. Ouais, c'est une très grande actrice. Et la deuxième, peut-être que tu as entendu son nom aussi, c'est Hideko Takamine, qui a notamment joué dans Les Oies Sauvages. Mhm. Donc c'est la protagoniste du récit, c'est une grande actrice japonaise retraitée vivant recluse dans sa maison. Donc Shiyoko, bien sûr. Ah, Vivant recluse dans sa maison, seule avec sa gouvernante, et elle narre sa vie pendant l'interview, qui se mêlera aux fictions auxquelles elle a participé. ah oui, là, tu parles de Shiyoko, ouais. Je crois qu'il parlait de l'actrice. Sur le... Non, pardon, je suis revenu sur Shiyoko. Ouais, ok. Oui, bah, elle explique tout le truc, ouais. Parce qu'il lui ramène la clé. En fait, lui, il a la clé. Exactement. Il lui ramène la clé, et là, c'est là qu'elle lui explique tout ce qui s'est passé. C'est pour ça que ça... Ouais. Genya lui ramène la clé. Donc Genya, c'est le journaliste fan, Mhm. qui est amoureux de Shiyoko. C'est la femme qu'il admire, dont il est passionné et amoureux, mais sans le comportement problématique. Oui. D'ailleurs, pour la petite info, toi qui as regardé le making-of du film, le narrateur, c'est Genya, justement. C'est le même comédien de doublage que Genya. Ah bon? Qui fait le making-of? Donc c'est Genya qui fait le making-of du film. D'accord, ok. Ouais, c'est marrant. C'est bien trouvé. Après, ce qui est intéressant sur le personnage de Shiyoko, c'est qu'ils ont pris 3 actrices pour faire sa voix en VO. En VO, exactement. En français, ils en ont pris 2. En VF, ils en ont pris 2. Ouais. Parce que là, ils ont pris... Bah, en gros, il y a ado, adulte et vieille, quoi. Et d'ailleurs, dans leur documentaire, tu vois qu'elles étaient très contentes d'avoir travaillé dessus. Ah bah oui, complètement. C'était à fond, hein. Les actrices, c'est Miyoko Choji, Mhm. qui fait Shiyoko quand elle a 70 ans. Ouais. On a Mami Koyama, qui fait la tranche d'âge 20-40 ans. Mhm. Et Fumiko Orikaza, qui fait 10-20 ans. Ouais, 3 voix pour un personnage, c'est pas courant, hein, c'est ça. Bah, Non. après, c'est parce que le personnage vieillit, donc... tu vois un personnage vieillir pendant tout un film, quoi. D'ailleurs, dans la production du film, il disait que ça a été une des petites complications du film de faire du coup un personnage vieux, de rendre un personnage âgé intéressant. Enfin, comment le rendre intéressant et reconnaissable à travers les âges, justement. Comment lui montrer son évolution aussi. Et après, moi, j'ai vu, il y avait dans le making-of, j'ai vu qu'il y avait des interviews après des actrices, après que le film soit sorti. Et en fait, par exemple, c'était rigolo, c'était celle qui fait la voix de la vieille Shiyoko. Par contre, elle, en fait, elle a apprécié le personnage justement de la gouvernante dont tu parlais tout à l'heure. Elle disait, ouais, là, je me sens représenté plus par elle et tout. Elle est discrète, on la voit pas beaucoup, mais elle est là pour Shiyoko. Ouais, c'est quoi. ça, elle est là pour Shiyoko, elle aide, etc. Un des persos que j'ai bien aimé, c'est le caméraman, parce que du coup, par rapport à ton ressenti du film, je pense qu'il te représente bien, le caméraman. Ouais, oui, sur le coup, oui, ouais. Parce qu'il a du recul sur ce qu'il voit, il réagit souvent en décalage et avec pragmatisme durant les situations, parce qu'il se dit, attends, Beaucoup de sarcasme aussi. on est où là, c'est pas possible. Il est sarcastique, attends, mais non, il peut rien t'arriver. Genya, pourquoi t'es habillé en samouraï, pourquoi tu fais ceci, pourquoi Oui, tu fais c'est cela D'ailleurs, dans le making-of, tu vois quand Satoshi Kon va tester toutes les tenues de samouraï et tout. Oui, si vous voulez voir Satoshi Kon habillé en samouraï, n'hésitez pas à aller voir le making-of. C'est très marrant. Le making-of de Milliam Actress. Il teste les armes, il va dans un... C'est vachement intéressant. Ce fameux caméraman dont j'ai oublié le nom, il vit un peu l'interview d'une manière différente de Genya, parce que Genya, il est vit avec passion, alors que lui, il vit un petit peu avec décalage, il se pose des questions, il se demande pourquoi il est là et tout. Et il a été inspiré par un des membres d'une équipe de journalistes qui était venu interviewer Cons pendant la production du film, du coup, après la sortie de Perfect Blue, pour la petite info. Oui, il le dit en plus que ça le faisait rire. Kon, il disait que ça le faisait rire parce qu'il voyait le mec, il disait ah ouais, c'est lui et tout. Quand il voyait dans la salle. Il disait que ça correspondait parfaitement à la vision qu'il avait d'un caméraman, en Ouais, fait. oui. Le mec avec les cheveux longs. Les petites lunettes et Ouais. tout. Bah, finalement, Cons, il ressemble aussi à la description du caméraman qu'il nous fait. Ouais. Les petites lunettes, les cheveux longs attachés ou pas. Dans les autres personnages importants, on a aussi l'homme à la clé, qui est un peu le fantôme qui plane sur la vie de Shiyoko, hein, finalement. Bah, complètement. C'est lui qui lui offre la clé, le fameux artefact qui va la guider Mhm. vers une chimère toute une partie de sa vie, à la recherche d'un absolu qu'elle ne connaîtra jamais.
Donc du peu d'informations qu'on a de lui, ça a l'air d'être un artiste engagé, opposé au pouvoir de l'Empire, à sa propagande, et notamment à la guerre du Mandchourie. Il est capturé et torturé par les pouvoirs politiques. Oui. Pouvoir politique symbolisé notamment par l'homme à la cicatrice. C'est un peu lui l'antagoniste du film, Ouais. même si on n'a pas vraiment. Oui, non, il est pas vraiment de méchant. Non, effectivement. Donc il est celui qui condamne l'homme à la clé, celui qui le poursuit, lui ainsi que le rêve de Shioko. Il peut un peu aussi représenter le patriarcat qui a plus ou moins une mainmise sur Shioko et sa vie, en étant un rouage qui est contre ce qu'elle poursuit finalement. Mais je suis aussi en train de regarder, en fait, le caméraman, il s'appelle Kyoji Ida. C'est Ida, le... Ah, Kyoji. Kyoji Ida. Il me semble qu'il l'appelle Ida dans le film. Hein. Oui, ça me dit quelque chose, Ida. Comme Genya Tachibana, je me demande s'il l'appelle pas plutôt Tachibana aussi. Bon, nous, vu qu'on est intime, on peut l'appeler Genya. Ah oui. Parfait, allez, on fait ça. Let's go. L'idée un petit peu du film, c'est que le passé, le présent et le futur coexistent simultanément. C'est de faire perdre nos repères aux spectateurs, tout comme aux deux journalistes, aux deux intervieweurs. Ça, je trouve que cette idée est excellente et je trouve elle marche super bien dans le film. Ah bah sur le coup, elle marche, ouais. Parce qu'elle a marché sur moi. Donc, Je trouve qu'en plus, on voyage, mais de ouf, que ce soit à travers certains faits historiques ou à travers la vie de Shioko ou à travers les films qu'elle a réalisés qui sont à travers le aussi cinéma, basés sur des films historiques. Donc, pour les petites références, on a une partie de l'histoire du Japon. Non, mais le passage où ils se retrouvent en samouraï, ils sont dans la forêt. Il est trop bien. Où il a le chapeau de paille et tout. C'est Ninja Scroll. Là, je me suis dit, on est dans du pur Madhouse, hein, clairement. Non, mais ça, c'est Ninja Scroll. Il a le même chapeau, le perso et tout, quand il arrive au début. Je suis sûr que c'est inspiré de Ninja Scroll. Parce que même elle est habillée comme la ninja dans l'animé. Et de toute façon, visuellement, je t'ai même dit que, vu que je commence à revoir je me refais les Animatrix, je t'ai dit qu'il y avait un épisode qui ressemblait aussi à ça. C'est exactement le même style. En plus, c'est à peu près la même époque où les épisodes ont été réalisés. Ouais. On est vraiment dans le même style. D'accord, c'est énorme. Ah, tu vois. Ça marche bien, c'est super beau. L'animation est d'une finesse. Il y a un plan qui est ouf, et en plus je l'ai revu sur Twitter, après, c'est même pas voulu, hein, c'est genre j'étais sur Twitter, et il y a quelqu'un qui fait « Ouais, ce plan il est trop bien ». Genre je fais « Ok ». C'est quand elle part, à cheval à la fin, tu vois, de ce segment-là. Ah, c'est beau. C'est fou, hein, ce moment-là, il est fou. De toute façon, rien que l'intro du film, juste le vaisseau, quand elle rentre dans sa navette et qu'elle décolle, le détail, le détail, ouais, c'est vrai. Les transitions, le découpage, c'est de la folie dans ce film, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Ouais, je suis Moi qui aime bien les belles transitions, ce film, bah c'est là, que ça, oui. servi. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux, ouais. Ça enchaîne entre toutes les différentes époques et tout. En plus, c'est fluide, c'est tellement fluide, des fois c'est une parole, la transition, quoi. Des fois c'est juste sur des mots, des fois c'est un bel effet de style, c'est une porte qui s'ouvre, qui se ferme, c'est un regard, un mouvement de la main. Ouais, c'est vrai. L'animation, elle est ciselée, enfin elle est précise. C'est principalement de la 2D. Il y a quelques plans avec de la 3D. Ouais, j'ai pas trop fait gaffe, mais... Notamment l'ouverture, qui permet à la navette de sortir de la base lunaire au début du film et à la fin. Il est sorti en quelle année, t'as dit ? Il est sorti en 2000... Sa production est terminée en 2001, il est sorti en 2002 officiellement. 2000. Ouais, donc il y avait déjà Toy Story. Et là, il y a un petit peu de 3D. Il y en a pas beaucoup. Il peut y avoir la 3D. Il y en a un petit peu quand même, mais... Ouais, et elle a super bien vieilli. C'est propre. Ça ne détonne pas du reste du film. Bah parce qu'ils l'ont fait pas une tonne non plus, quoi. Ça, franchement, le film a Bon, franchement, il a pas pris une ride. Ça a pas vieilli, c'est magnifique. C'était un plaisir à voir. Ah bah il est beau, ça c'est clair. C'est vraiment un film qui nous parle avec l'image plus qu'avec ses persos. C'est vraiment un film qui raconte par les images. Parce qu'il n'y a pas... C'est peut-être pour ça. Moi, je suis peut-être un peu plus perdu quand on me parle avec les images qu'avec les persos, tu vois. C'est peut-être ça qui m'a perdu. Les personnages racontent pas tant de choses que ça. Bah non. Le récit n'est pas tant narré que ça. Par contre, visuellement, il nous montre énormément de choses. C'est dense. Très très dense. Clairement, t'en as pour ton argent. Hein. Le film a toujours quelque chose de fou à te montrer, quoi. Il te raconte énormément de choses. Et par contre, quand tu vois celui qui va devenir son futur mari, là, et tu vois que Génial, là, il est jaloux de ouf et tout. Oui. Mais moi au début, je pensais pas que ça allait être son futur mari. Moi, je pensais que genre, il l'avait tapé, ou je sais pas ce qu'il avait fait, mais genre, il avait fait une dinguerie, quoi. Ah, notamment quand la première fois qu'on le voit. Quand tu vois sa première interaction avec elle, quand il la vanne sur le bateau. Ouais, c'est ça. Sur le ponton du bateau. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et non, en fait, c'est juste que, c'est son futur. Après, ça devient son mari, quoi.
Et puis il Parce t'est qu'au présenté final, elle comme un est fils à papa, pas- et puis Bah ouais, en fait, elle l'accepte un peu comme mari par déni finalement. Par bah, dépit, c'est ça, par pardon. défaut, quoi, ouais, parce qu'en fait, elle est amoureuse de l'homme à la clé, là, l'artiste, là, enfin, comment on dit, quelqu'un qui fait une peinture, j'ai plus. Ouais, le peintre, Ouais, le peintre, c'est voilà. la chimère, la C'est le mot fameuse que je chimère du cherchais. film, quoi, finalement. Et ouais, en fait, elle se met avec elle, ouais, elle se met avec lui juste parce que, ouais, par défaut, quoi. Ouais, Ce qui est clairement. un peu triste, ce qui est un peu triste. On est d'accord qu'on reconnaît clairement la patte, bah déjà de Madhouse, et on reconnaît la patte de Cons, hein. Oui, bah ça, oui, complètement. J'ai vu Bah, qu'un seul film de lui avant, j'ai vu que Perfect Blue, mais bon, je savais que le film était réalisé par lui, mais Hmm. j'ai reconnu son style sans problème, quoi. Ah bah, tu le sens dans le... De toute façon, même, comme on disait, dans les thèmes et tout, mais ouais, comment c'est fait et tout, ouais, clairement, tu vois que ça vient de lui, quoi. Ouais. C'est clair. Puis ça fourmille de détails. Hmm. Ah, je suis sûr qu'il y a plein de détails dans les décors et tout, si tu fais pause, tu vois, tu dois avoir plein de trucs. Bah moi, ce qui m'a marqué dans le détail, notamment, comme on parle un petit peu des visuels, Mhm. le soin particulier à apporter à certaines textures, notamment le bois et la neige. Je sais pas si t'as vu. Ils en parlent aussi un peu dans le making-of, si Ouais. je dis pas de bêtises. Si la et, neige, ils en parlent, je crois, ouais, ça me dit un truc, ouais, ouais. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est genre quand la neige, à un moment, t'as une scène où Yoshiko, Mhm. Non, Shoyiko, non? Attends. pardon, Shiyoko, rien à voir. Shiyoko, Excusez-moi. voilà. Quand tu vois Shiyoko courir dans la neige à un moment, Ouais. qu'elle trébuche et tout sur le trottoir, Ouais. et les flocons de neige, ils sont tellement bien faits. Ah, vers la fin du film, là, tu parles? Non, c'est Non peut-être au bout de 20 minutes de film, un truc Ah, comme ok, ça. d'accord. C'est Ah oui, bah c'est la première fois qu'elle va rencontrer le peintre, justement. Non? c'est à peu près cette période-là, ouais. C'est une Ouais, tuerie. ouais. Enfin, c'est tellement, tellement, tellement bien fait. Mm. Parce qu'il y a plein de films où t'as juste un filtre. Je l'ai Ouais. revu il y a pas longtemps. Bon, ça avait rien à voir. C'était sur un. J'ai vu 3 minutes d'un téléfilm de Noël tout pourri qui passait subrepticement à la télé. Ouais. Et même eux, pourtant c'est un truc qui avait l'air récent. Hein, genre, la neige qui tombait, c'était un filtre sur l'image. Genre, t'avais aucune neige qui tombait sur les acteurs. Ouais, ils ont pris un truc green screen, là, et hop. Ouais, c'est ça. Ils ont rajouté un effet après avoir tourné, quoi. Ouais. Donc t'as des plans où t'avais un petit peu de fausse neige sur la veste des acteurs ou dans leurs cheveux, tu vois, mais il y a zéro neige qui tombait, quoi. C'est pas grave, ça peut se faire en post-prod, mais là c'était trop mal fait, quoi, parce que t'avais vraiment l'impression d'avoir un filtre tout pourri, comme tu peux avoir sur certaines émissions télé, tu sais, quand il y a une animation. Ouais, je vois, ouais. Et là, dans le film, c'est une tuerie, quoi, ça, c'est magnifique, quoi. Je t'avoue que j'ai pas fait gaffe de ouf, mais... C'est notamment le fait qu'ils aient fait plusieurs niveaux d'animation pour la neige. T'as de Plusieurs la neige calques, en c'est gros ça plan. Ouais, voilà. Non? Ouais. Exactement. T'as de la neige en gros plan. Je crois que t'as 2 plans. T'as de la neige en gros plan et peut-être en second, peut-être même en arrière-plan s'ils ont fait un 3e. Mm. Et du coup, ça permet d'ajouter de la profondeur et pas juste d'avoir un filtre, genre un spirographe qui ferait Ouais. juste. En fait, ça te fait de la fausse 3D un peu, non? Sur le coup. Ouais, ça te crée une perspective en plus. Et c'est cohérent avec leur décor, hein, parce que la perspective de leur décor est très très bien travaillée. Mm. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Et puis les bois, enfin la texture qu'ils ont mis sur le bois dans la maison ou sur les vases et tout, chez Shiyoko, c'est par exemple, hein, ou dans plein d'autres décors, mais c'est juste magnifique, quoi. Mm. Ils se sont embêtés à faire des décors vraiment superbes et c'est vraiment fait avec goût, avec talent et faut vraiment le Ouais. souligner, je pense que c'est important. Ouais, c'est clair. J'ai l'impression qu'il a encore passé un gap après Perfect Blue, quoi. Ouais, bah c'est possible, hein. Bah en plus, Perfect Blue, c'était un film télé, donc il y avait moins de budget aussi, hein, je pense. Oui, beaucoup moins de budget entre les deux Ouais, films. tu vois, Ouais. il y a ça aussi, hein. Ah, le premier, Ouais, il a faut le peut-être rappeler, pu hein, se c'est un lâcher. DTV, hein, Ouais, techniquement à la clairement. base. Hein. Mm. Donc le film, comme on disait un petit peu plus tôt, il fait référence à beaucoup de choses. Donc notamment à l'histoire japonaise, que ce soit son histoire cinématographique ou son histoire concrète, son histoire réelle, l'histoire du Japon. Ouais. Ouais, c'est ça aussi qui m'a perdu, c'est le mélange entre l'histoire fictive et l'histoire réelle du Japon, quoi. Les histoires fictives de ces films, et tu sais, je comprenais pas trop si c'était un... Bah, si s'il se passait vraiment ça au Japon ou pas, ou... Est-ce que les films qu'elle fait, ils sont liés à l'état actuel du pays, je sais pas. C'est genre quand... Il me semble, il y a une explosion à un moment, il y a une... Ouais, sachant qu'elle va vivre une guerre, et qu'elle va intervenir, elle va jouer dans des films qui vont revenir sur certaines grandes étapes du Japon, tout ça. Donc c'est vrai que je pense que si t'as pas quelques appuis sur l'histoire ou sur la cinématographie japonaise ou que tu te renseignes pas, ça peut être compliqué de discerner. Ouais, parce que moi je sais pas trop en fait, sur le coup, donc j'étais un peu perdu. En vrai, je connais même pas trop l'histoire du Japon et tout, tu sais, les guerres, les trucs, je sais pas trop. Donc, Ouais. Bah, je veux pas. Moi non plus, en vrai, je suis pas. Ouais. L'histoire de ce pays, je la connais assez mal, à part certains moments clés, notamment certains moments clés qu'on a étudiés à l'école, et puis d'autres que j'ai découvert à travers souvent des fictions. Hein, ça a souvent été ça, ma porte d'entrée vers certains événements de certains pays. Hein, je vais pas. Certaines cultures.
Ouais. Pour parler de ce point, ce que je peux commencer par dire, c'est que le titre Millennium Actress peut paraître particulier, mais il est vraiment parfaitement approprié. Que ça peut se traduire par l'actrice qui traverse un millénaire d'histoire et de culture japonaise, tu vois. Ou l'actrice qui aurait, Ah oui, c'est ça, ouais. l'actrice qui aurait 1000 ans, tout ça. Shiyoko, ça signifie l'enfant de l'éternité. Ah, intéressant, je savais pas. Pourquoi pas une femme de 1000 ans ou une femme qui aurait vécu 1000 vies au travers d'une seule. Mhm. Ces 1000 vies, on peut voir qu'elle les vit principalement Elle a plein de vie, ouais. à travers ses films, Ouais. et à travers une partie de l'histoire du Japon qu'elle a vécue. Donc ça va du Japon féodal, là on se doute qu'elle ne l'a pas vécu. Ouais. Par exemple comme l'ère Edo, qui sont évoqués dans certains Bah non, films, oui. Ça, je connais un peu. comme par exemple le château de l'araignée d'Akira Kurosawa, qui est cité dans les sources du film. D'accord, ok. Ah, peut-être que quand elle veut se suicider pour le mec, pour le shogun ou je sais pas quoi, ça vient peut-être de là. Oui, Ouais. ouais. Ah, bah, tu vois. Voilà. Le passage avec la sorcière, je crois. La tour avec la sorcière. Le fameux yokai. Enfin, Bah, moi, c'est à ça ce moment-là. C'est à ce moment-là, de toute façon, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. Il me semble bien. Ça m'a fait penser à des films de yokai, donc je pense ce qui est cohérent peut-être avec un petit peu avec le château de l'araignée, que je n'ai pas vu. Je sais pas s'il y a une histoire de fantôme et tout. Je crois qu'il y a une histoire de sorcier aussi. Et ça t'a pas fait penser au Yokai Watch? Alors non. Donc les yokai, pour les gens qui ne savent pas, c'est des esprits japonais, des esprits du folklore japonais. Ouais, bah... Et Yokai Watch, c'est un Pokémon-like Ouais, c'est ça. dans lequel on doit Mais, capturer des yokai. Oui, exactement. Mais je t'entends demander yokai, est-ce que genre... Tu sais, les films d'horreur là, comme The Ring ou The Grudge, c'est des yokai, ça? Je t'avoue, je sais pas si ça peut être considéré comme un yokai. Je sais pas du tout. Ouais, Peut-être, mais genre... Ouais, je sais J'avoue pas. que c'est une très bonne question. Mm. Très très bonne question. Je pense que les yokai, c'est plus des esprits comme Totoro et compagnie, Ah oui, ok. de base. Moi, je Mais vois. voilà, je ne suis pas du tout... J'ai très peu de connaissances dans ce domaine, donc je dis peut-être une énorme bêtise, mais... Pour ça que, ouais, c'est vrai que, bon, on le voit pas, mais si j'emploie le terme yokai pour la sorcière qui représente peut-être le futur de Shiyoko, ce qui l'a fait un peu flipper, la vieille femme rabougrie et seule, comprend qu'on pourrait peut-être ne pas la considérer comme un yokai. C'est parce que c'en est peut-être pas un, donc je dirais peut-être à prononcer avec des guillemets. Ok. Qu'est-ce que tu as reconnu, toi, d'ailleurs, comme référence? On peut peut-être commencer par ça. Oula. Rien du tout. Ah, il y en a au moins une que t'as dû reconnaître, non? Titanic, non? Je sais pas. Il y a du Kaiju Ega, avec il y a Godzilla qui est cité dans le film à un moment. Ah oui? Attends, ouais, je sais Ouais. plus à quel moment sur le coup. On voit un Godzilla. Ouais. Bon, après, je t'ai dit, j'ai reconnu Ninja Scroll. Après, je sais pas si c'est voulu ou pas. Mais Je ne sais pas si c'est une ref à Ninja Scroll ou alors si c'est une référence. un truc de... Mais moi, pour moi, c'est Ninja Scroll de ouf. Ce Après, vu moment-là. que le style est le même dans ces deux films. Mais ça, en fait, c'est même ils ont les fringues, tu vois. C'est ça, en fait. Ah, mais c'est peut-être aussi un hommage à Ninja Scroll. Hein, Ouais. Peut-être, hein, je sais pas du tout. Ça serait possible. Hein. C'est sûrement les mêmes équipes qui ont taffé dessus. Donc, Oui, en plus. Vu que c'est la même boîte de prod, ouais. Ninja Scroll c'est sorti quelques années avant, je crois, en plus. Oui, c'est sorti avant. Ouais. C'est plus vieux. Franchement, ça serait. Puis c'est... Même des décors qui ont été réutilisés, des animations, je sais pas. Ah oui, c'est possible, ouais. Ça a servi de ref, comme ils avaient déjà pas mal étudié un peu Japon féodal pour le film, donc ils devaient être rodés peut-être, les équipes. Ouais. Pour ce qui est des films, on a aussi le côté un peu dramatique, romantique à la Casablanca, voilà, qui est cité. Casablanca, ouais. On peut y voir aussi la comédie musicale avec le magicien d'Oz, avec la fameuse chaussure rouge qui est trouvée par Shiyoko dans les décombres après que la ville ait été rasée, Ah, mais au faut moment que où elle trouve son portrait. Faut que je fasse une révélation, je n'ai jamais vu le magicien d'Oz. Voilà. Et ben la chaussure rouge, ce serait la chaussure écarlate, la chaussure de Dorothy. Voilà. Dorothy qui est la petite avec les couettes. Là, voilà, le personnage Ok. principal. Parce que je vois les personnages, je vois la sorcière et tout, mais j'ai jamais vu. Et ben je t'encourage à voir ce film. D'accord, ok. Tout à l'heure, je citais 2001, le lycée d'espace, Mhm. notamment pour la base lunaire. Moi, j'ai vraiment la manière dont s'ouvre l'entrée de la base lunaire et Ouais, mais même la tenue et tout, ça fait un peu... le style aussi détaillé, la tenue, la combi, tout ça, j'ai vraiment pensé à du 2001. Ouais, mais je crois que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Mais on a aussi des références à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, qui est citée, et l'occupation du Mandchourie, Ouais. donc, qui se situe au nord-est de l'Asie. Donc c'est à l'est de la Mongolie et au nord de la Corée et à l'ouest du littoral japonais. Mhm.
Et ça a été envahi par le Japon. Il y a eu pas mal, ça a été vraiment un conflit entre 1930 et 1945. Ok. Guerre qu'a aussi du coup vécu Chiyoko dans sa jeunesse. Pour ce qui est d'une des plus grosses références du film, par contre, c'est un film que j'ai pas encore vu. C'est quoi? Ça s'appelle Slaughterhouse 5, donc abattoir 5 Ah, en ouais. français, Ok, j'ai lu ça dans un article, ouais. Ouais. Mais oui, je connais pas non plus. qui sert pas mal d'inspiration pour la construction du film, notamment la perte du spectateur, le choix de perdre le spectateur, le travail sur certaines transitions, Hmm. un petit peu la déconstruction d'un récit apparemment. J'ai vu des extraits du film, Ouais. et j'ai pas pu me penser... je sais pas si c'est voulu par contre ça, mais... Enfin, si c'est un hommage, si ça fait partie d'inspiration ou si c'est un hasard, mais je pense pas que ce soit un hasard, vu que ça fait partie des références, vu que le film est cité vraiment dans les références les plus importantes. C'est la scène de neige avec le tableau, Ouais. Il y a ça, là, non? qui est montré 2-3 fois dans le film, dans Millennium Actress, et t'as une scène similaire, pas avec un tableau, mais t'as une scène similaire dans la neige, en fait, dans un décor enneigé très très proche, dans Slaughterhouse 5. Ah oui. Je regarde le trailer vite fait, à la fin, il y a un truc dans la neige. Effectivement. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je vois le nom passer. Apparemment, c'est un excellent film, et il faudrait que je le voie. Ok. Ah, il y a des voyages dans le temps. D'accord, ok. Ouais, bah un petit peu comme dans Millennium Actress, hein, donc on est vraiment sur... D'accord, ok. Ouais, c'est vraiment une grosse inspiration Ouais. du film. Ok. Du coup, tout à l'heure, tu me disais que t'avais eu du mal un petit peu avec cette histoire de clé. Ouais. Alors, dis-moi. La clé, voilà, enfin, c'est pas une sinécure de dire que c'est le MacGuffin du récit, hein. Oui. Ouais. Donc c'est un petit peu... Bah, pour moi, je l'ai vraiment pris comme la quête ultime. Ok. La... Peut-être, apparemment, pour Cons, c'était très très important, et il met beaucoup de lui dans ses films, et beaucoup de lui dans ses personnages, Mhm. notamment ses personnages féminins, ce qui pourrait paraître un peu surprenant. Comme c'est un peu montré comme la quête et la recherche ultime de Chiyoko, parce qu'on peut le mettre en parallèle avec le travail de Cons sur le film, puisque chaque film représente, chaque héroïne et chaque film apparemment de Cons, d'après ses collaborateurs, représente là, un peu la vie de Cons, ce qu'il pense à l'instant T où est créé le film. Donc est-ce que ça serait pas... ça n'aurait pas été la conviction, aussi le souhait de Cons de faire le film parfait, Ah, c'est le film parfait, là. le récit dont il serait le plus fier à ce moment-là, quoi. Même ça n'empêche pas de se surpasser plus tard, mais Ouais. ça pourrait peut-être représenter Chiyoko qui se cherchera toute sa vie. D'accord, Ça ok. pourrait être un petit peu... Et donc, parce que Chiyoko, c'est aussi une artiste, après tout, donc elle est actrice. Oui, bah oui, complètement, ouais. Donc est-ce que ça serait pas la malédiction et le tribut de l'artiste de rechercher quelque chose, une chimère, en fait, toute sa vie, finalement, Ouais. quand Ouais. tu as un désir de perfection, Tu trouveras toujours des défauts à ce que tu fais, de toute façon. voilà, d'être jamais satisfait, Ouais. et d'avoir un objectif de... peut-être constamment inatteignable, de vouloir constamment repousser tes limites. Ouais, bah ouais. Bon, le film, il est clairement conçu comme un puzzle, hein, pour te perdre. Ah bah, complètement. Sur le coup. Ouais. Et je pense que cette clé, voilà, elle est là pour te guider, mais pas forcément pour te donner... Pour donner une Je pense réponse, qu'elle en est pas fait. forcément là pour te donner des éléments de réponse. Ouais, d'accord, ok. Enfin, des éléments de réponse comme on pourrait avoir dans certains films qui te présenteraient une solution A plus B égale C, tu vois, par exemple. Là, c'est A T'aurais plus B quelque chose de défini. égale inconnu. Voilà, là, je suis une bille en maths, mais voilà, là, t'es sur un inconnu. T'es là pour avoir plusieurs pistes, pour que le film t'interroge, pour que tu te fasses ton propre avis, ta voie de réflexion, mais pas forcément pour avoir quelqu'un qui va te dire oui, tu as trouvé la bonne réponse, c'est ça, et c'est tout. D'accord, ok. C'est peut-être ça qui t'a un peu perturbé. Ouais, je pense. Après, moi, j'aime bien qu'il y a que quand on met un problème, il y a une résolution à la fin. Il y en a pas, je suis un peu en mode, oh, putain, fais chier. Bah, il y a une résolution, je pense, mais pas à une seule réponse. C'est une équation peut-être à plusieurs réponses. Je sais pas, moi, pour moi, on apprend juste à la fin que le mec, il est mort, en fait. Il s'est fait exécuter. Le peintre, il est mort, il s'est fait exécuter. Parce que t'as le mec de l'armée là qui vient, qui lui révèle ça, en fait. Enfin, il le révèle pas. En fait, il le révèle au caméraman, sur le coup. Il le révèle pas à elle. Parce qu'elle, elle part en courant. Non, je pense qu'elle le sait pas. Ouais. Et elle le sait pas, même à la fin, il lui dit pas... Non, je crois qu'il lui épargne ça, justement. D'accord, ok. Peut-être pour lui éviter qu'elle se rende compte qu'une partie de sa vie a été vaine. Ouais, bah oui, parce qu'elle a couru pendant des années derrière un mec qui était mort, quoi. Elle a couru pendant des années, puis elle s'est isolée pendant 30 ans. Ouais. A peut-être ruminé tout ça. Donc, comme on disait, on peut voir le film, comme je disais plutôt, on peut voir le film comme un puzzle à reconstituer. Ouais. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça. Et comme t'es un peu perdu dans les souvenirs, que des fois t'as l'impression que Chiyoko
elle se perd aussi elle-même dans ce qu'elle raconte un petit peu. Ouais. Moi, le fait qu'on soit aussi perdu, c'est peut-être pas voulu, mais je l'ai mis aussi sur le compte du coup, des plusieurs possibilités que c'était à l'image de la mémoire morcelée de cette dame âgée, Chiyoko finalement, Ah, j'ai pas pensé à ça. Sur le coup. qui veut raconter sa vie aux journalistes, Ouais. comme elle pense, elle, s'en souvenir à ce moment-là, Mm. parce que je sais pas si tu te souviens, juste après son premier malaise, Oui. il lui dit, Genya lui dit qu'on peut continuer le lendemain, Ouais. Ah ouais. et elle lui dit qu'elle a peur d'avoir tout oublié le lendemain. Ah, c'est vrai. Ah, peut-être elle a Alzheimer ou un truc comme ça. Mais ils le disent pas. Elle a peut-être des problèmes de mémoire, Ouais. sur des éléments où elle est la seule à pouvoir apporter cet élément de sa vie. Ouais. Parce que sinon, je pense que sur les éléments qu'elle a en commun, des souvenirs qu'elle pourrait avoir en commun, même si elle le sait pas, avec Genya, il pourrait la contredire. Mais pour le reste, Ah, peut-être tu n'as que son point de vue à elle, ouais. du coup, tu dois te baser sur son point de vue. Et en fait, peut-être que c'est ça, en fait. C'est comme elle est un peu malade, elle mélange la fiction avec la réalité. Ouais. Je vais te comprendre le film. Moi, c'est une lecture que j'en ai faite. Je dis pas que Que c'est c'est- la lecture, Ouais. mais en tout cas, ça me paraît, voilà, ça me paraît cohérent, c'est pas dérangeant de le voir sous ce prisme-là, quoi. Ouais. La mise en scène serait raccord avec l'âge Bah, de Chiyoko Clairement. et son état de santé. On a plusieurs niveaux de lecture dans à peu près chaque scène. Bon, le but, c'est pas de revenir sur chaque, hein, mais plutôt de le préciser. Mhm. Surtout en amener un élément plutôt intéressant qui revient régulièrement dans le film, Ouais. que t'as dû voir aussi, c'est les tremblements de terre. Ah, qui avait déjà dans Perfect Blue. Exactement. Ouais. Le fameux tremblement de terre qui est évoqué à la télé, et qui a détruit les décors de la première version de Perfect Blue. Ah oui, c'est ça que j'avais Donc, lu, ouais. Donc bah direct, voilà, lien avec Perfect Blue, hein, je me suis dit, ah, encore un tremblement de terre. Ouais. Les tremblements de terre sont un élément récurrent très très important. Ça fait partie des motifs récurrents, il y en a plusieurs, notamment 2 très importants dans le film. Par exemple, la destruction des studios Gunei au début du film, Ouais. qui est... non, attends, je dis des bêtises. Au début du film. Non, c'est pas au début. C'est vers la fin, non? Alors, non, pardon. Dans les motifs récurrents, je dis des bêtises, donc on a les séismes, qui sera à l'origine, à la fois de la perte définitive de la clé Ouais. par Chiyoko, sur le tournage du film de science-fiction. Ouais. Parce que la première fois, c'est un vol, elle va récupérer sa clé. Ouais, parce que c'est l'actrice jalouse qui l'a volé, je crois. C'est à l'origine de la... C'est à l'origine. Ça s'est produit à la naissance de Chiyoko, parce qu'elle évoque un tremblement de terre lors de sa naissance. Ah ouais? Et elle dit que les séismes l'ont suivi toute sa vie. Oh. Et il y a un tremblement de terre, même 2, juste avant sa mort. D'accord, ok. Pourquoi il y en a autant? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Il y a... Ah, mais il y a des raisons, non? Il y a un truc, une interprétation à faire, je pense. Il y a un truc, quoi. Il y a une interprétation à faire, Ouais. ouais, il y a un sens, il y a un sens à tout ça, et à chaque fois c'est des moments clés qui vont perturber sa vie, mais Ouais. là j'ai pas de lecture spécifique pour le séisme. J'en ai pour, par exemple, le lotus, qui est un autre motif récurrent du film. Ah, ça, j'ai pas fait gaffe. Le lotus, on peut le voir notamment dans une des rivières. On voit une rivière à un moment dans le film. Ouais, Tu vois les fleurs de lotus dedans. ouais. Et la base lunaire a une forme de lotus au tout début du film. D'accord. Et Hey. le lotus, c'est un symbole de pureté évoqué par Chiyoko dans le film, Mhm. comme les tremblements de terre qu'elle évoque et qui font partie de sa vie et qui sont importants. Et c'est aussi un symbole d'éveil dans le bouddhisme, apparemment. Ok, d'accord. Il faut faire toute une interprétation, en fait, pour comprendre le film. Bah, il y a tout un aspect un peu philosophique. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça qui est cool, je pense, c'est aussi pour ça, je pense que le film, C'est pas juste un truc linéaire et tout, faut penser au machin. Exactement. Ouais. il peut être vu par une pluralité de personnes, Différemment, et quoi. plein de gens, même si t'as pas forcément de bail, de connaissances de l'histoire japonaise ou du cinéma japonais, Ouais. tu vas pouvoir faire des rapprochements avec plein d'autres trucs, des films européens ou des films américains, par exemple. Ouais. Il y a plein de connexions à faire, je pense, certaines qui sont universelles, tu vois. Donc, par exemple, le tremblement de terre, c'est à la fois la vie, parce que c'est voilà, enfin, par exemple, si j'extrapole 2 secondes dessus, comme on se posait la question il y a quelques minutes dessus, Mhm. le tremblement de terre, ça peut être à la fois, moi, de mon point de vue, un symbole de vie, parce que ça exprime un déplacement des plaques tectoniques et, par définition, de la vie de la planète. C'est la planète qui s'active, qui produit un effet sur Terre, Mhm. mais ça peut être, pour nous, petits humains, une catastrophe et synonyme de mort, parce qu'un tremblement de terre pour nous, aussi infime que ça soit peut-être pour la Terre, pour nous ça peut être catastrophique, tu vois. Bah oui, Par exemple, clairement. tu vois. Ouais.
Je pense que voilà, il y a une fleur, ça peut être la naissance aussi, ça peut être la mort, ça peut être la beauté, la couleur, voilà, ça peut être plein de choses, et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la symbolique. Mhm. C'est qu'on peut voir énormément de lectures, et Bah oui. c'est un peu l'origine du projet, hein, c'est Ouais. les multi-lectures qu'on peut faire dessus, mais je pense que c'est son point fort. Encore peut-être même plus que pour Perfect Blue. Ouais, mais peut-être c'est pour ça, moi, que je préfère Perfect Blue, parce que celui-là va peut-être trop loin pour moi dans le délire symbolisme, quoi. Dans le multipiste et dans le symbolisme. Ouais. Ok. Ce qu'on peut mettre aussi, encore une fois, en parallèle dans la symbolique, c'est la fin du film, Mhm. qui est évoquée au tout début, avec la destruction des studios Gunei. Oui. Ouais. Que les studios Gunei, du coup, ils sont rasés au début du film, Mhm. et les studios Gunei ont été construits et mis en route en même temps, au même moment que la naissance, en fait, de Shiyoko. Ah, c'est la naissance. C'est pas la carrière de Ouais. l'actrice ou un truc comme ça. Non, c'est... La destruction annonce aussi peut-être la fin, la mort de l'actrice. D'accord, ok. Bon, parce qu'elle est liée à ce studio. Ouais, parce que les studios Gunei dans le film ont été fondés en 1923, Ouais. l'année de naissance de Shiyoko. Et c'est pas des vrais studios, ça existe pas en vrai. Studio qui... Ils sont inspirés de vrais studios, Ouais, mais les studios Gunei n'existent pas. d'accord. Pour revenir un petit coup sur le fait que Cons apparemment considère Millennium Actress et Perfect Blue comme les deux faces d'une même pièce. Mhm. Donc, du coup, on pourrait opposer un petit peu ces deux faces en rappelant aussi que Perfect Blue serait la disparition progressive entre fiction et réalité, mais avec un côté négatif de l'humain en un film thriller horrifique, Ouais. avec le malaise et la paranoïa qui essayent d'être, je pense, évoqués et montrés au spectateur. Mhm. Peut-être le faire ressentir aussi, d'ailleurs. C'est un peu ce qu'on avait ressenti par moments, nous. Bah nous aussi, oui. On l'a bien ressenti. Qu'on opposerait à Millennium Actress, qui, lui, à l'inverse, fait des ponts constants. Je dirais, il y a aussi une disparition progressive, mais pas pour les mêmes raisons. Là, je parlerais plutôt de ponts constants entre les deux, Ouais. entre la fiction et la réalité, Ouais. mais avec un sentiment de liberté, d'évasion, parce qu'elle est jamais enfermée, elle passe son temps à changer d'un monde à l'autre, Ouais. elle c'est vrai. virevolte, Ouais, ouais. et on n'est plus dans le thriller angoissant. Ah bah non, c'est On pas... est dans une quête, dans la recherche de quelque chose, Ouais, il y a peut-être un côté aventure, quoi. Et, sans meurtre, sans antagoniste, sans fan hardcore, non, il y a rien. sans tueur en série. Donc c'est plus un divertissement empreint de légèreté. Bon, après, tu peux pas le mettre devant un gosse parce qu'il va se faire chier, je pense. Je sais pas trop, mais ouais, disons que pour les tout petits, c'est pas forcément ce qui aurait le plus passionnant, Voilà. ça c'est... Mais ouais, non, mais sinon, les gens qui veulent un truc feel good, je pense que ça peut être bien. Parce que le coup, c'est bien. Ah bah moi, je recommande Ouais, clairement. ouais. Non, mais je recommande aussi, hein, de toute façon. Je dis, j'ai envie de le revoir quand même, tu vois. Justement, après, avec ce qu'on dit et tout, peut-être je calerais mieux les Lotus et tout. Sur le coup. Les tremblements de terre, Ouais, etc. et puis t'apprécieras peut-être un peu plus le deuxième visionnage, ouais, c'est clair. Ouais. Mais ouais, je pense qu'il faut pas chercher une réponse. Il faut peut-être se laisser porter par le film, voir peut-être sa réponse, et... Mm. Ouais, cet aspect philosophique du film-là, je pense que c'est le genre de film où tu peux en parler pendant des heures, et Donc, clairement, tu peux faire... comparer tes points de vue, ouais. chercher une nouvelle réponse, faire une thèse chercher dessus, je suis sûr. une manière de voir le film, Ouais, bah ouais. et même dans quelques années, en ayant des nouvelles références, peut-être cinématographiques, Mhm. avec des nouvelles références que tu auras acquis, Mm. même littéraires, hein, Oui. tu vas peut-être te dire ah, j'avais pas vu ça, j'ai revu Millennium Actress, j'ai vu ceci, j'avais pas pensé à ça, et Ouais, il y a ça aussi, ouais. Et parce que c'est bourré de refs, hein, de toute façon. exactement, rien que dans les œuvres de science-fiction, hein, tout à l'heure on parlait de 2001, mais en vrai la science-fiction au Japon, il y en a plein, on aurait même pu penser à certains films, même certains Gundam ou autre Ouais. chose, hein, où les bases lunaires étaient hyper importantes, un voyage vers une colonie lointaine, tout ça, enfin je pense qu'il y a plein de rêves qu'on n'a pas, il y a plein de rêves qu'on peut faire. Après, nous, on et- vit pas au Japon aussi, donc forcément, le cinéma japonais et tout, c'est Voilà. pas... On connaît pas de ouf, tu vois. Alors que là, tu verrais le un découvre. Français qui ferait ça, bah voilà, t'aurais des refs à Bienvenue chez les Ch'tis. Et... Peut-être. Ah, il y a sûrement des refs à la comédie japonaise hein, dans le film que Ah, bah, c'est j'ai possible, pas relevé. ouais. Après, j'ai pas tout relevé non plus, je voulais pas avoir une liste non plus. Non, mais ça sert à rien. Après, C'est pas une liste exhaustive, hein, c'est des choses que moi j'ai vues. Après, ça devient indigeste, hein. Est-ce que l'on passerait pas au point musique hein? Si tu veux, on peut passer au point musique. Par contre, je me rappelle plus des musiques. Ouais, j'allais te demander, qu'as-tu pensé de la musique justement? Je me rappelle plus. Attends, je vais aller voir sur YouTube. Je vais voir si ça me dit quelque chose. Alors, en attendant que tu me répondes,
Je rappelle que la musique est signée de Suzumu Hirasawa, qui est un artiste japonais plutôt complet, puisqu'il est auteur, compositeur, interprète, réalisateur artistique, arrangeur musical, guitariste, claviériste, chanteur, enfin bref, c'est quelqu'un qui touche à tout. Il fait autant de la compo musicale pour des films et des séries que pour des albums perso et peut-être même de groupes musicaux, donc il fait vraiment pas mal de choses. Et C'est sur pas ça divers qu'il horizons. m'avait montré? Non, c'était ça? Je sais plus. Qu'il y avait un délire dans la même musique que dans Berserk? Ah alors, exactement. Oui, c'est ça. Hein. Moi, c'est la musique, je l'ai beaucoup appréciée, celle du film. C'est une BO que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a transporté, que j'ai vraiment trouvé en accord avec les images et qui a très bien fonctionné pour moi. Et pendant le visionnage du film, je me suis dit, il y a un ou deux morceaux, notamment surtout un, qui m'a fait penser à l'opening de la toute première série Berserk. Donc Kempu Denki Berserk, sorti en 97. Où je me suis dit, tiens, ça me rappelle vachement quelque chose. Et effectivement, il y a le même type de sonorité par moment. Et le même type de réel, en fait, parce qu'on est sur des sons qui se répètent, des boucles, etc. Et c'est le même compositeur. D'accord, ok. Ouais, bah c'est pour ça, forcément. Et justement, ouais. Bah peut-être en fait, Satoshi, il avait kiffé l'opening de Berserk, c'est pour ça qu'il allait le chercher. Je sais qu'il appréciait beaucoup le travail de cet artiste, mais je sais pas lequel. J'ai pas eu de Oui, précision je doute, sur... mais après, moi, c'est une théorie débile. Ça aurait pu être précisé dans le making-of, hein, mais il en parle Ouais. pas. Il dit qu'il aime beaucoup Ouais, le je travail sais. de Hirasawa, mais il précise pas ce qu'il a... Je crois qu'il précise pas ce qu'il a précisément apprécié. En vrai, là, j'écoute vite fait des trucs de la BO et... Ouais, si les musiques sont bien, parce qu'en fait, à peine je les lance et je m'en rappelle. Ouais. Ça, c'est plutôt positif. Genre le team de Shiyoko, ouais, bah, il revient souvent, il me semble, hein, dans le film, on l'entend souvent. Ouais. Ouais, Ah, moi, très, clairement, très cool, l'OST m'aura le thème marqué. de Hein. Shiyoko. Comme celui de Berserk, clairement. Moi, je l'ai connu pour ça. C'est un compositeur que je connaissais que pour l'instant, que pour la série Berserk. Et j'ai appris qu'il avait travaillé sur d'autres projets Berserk, puisqu'il a travaillé sur L'Âge d'Or, sorti en 2012. Ah, l'OAV? Le film d'animation 3D. Que moi j'aime bien. Les 3 OAV là. Et sur Berserk Haiyo, de 2016. C'est peut-être la première et la troisième partie. Attends, de quoi Attends, Berserk 2016, ça dit? Ouais, celui de 2012 et celui de 2016. C'est que les films? Ouais. Il me semble que la série 3D dégueulasse, c'est 2016, c'est pour ça. Hein, Alors, c'est peut-être la série 2016, je saurais pas te Parce que confirmer. ça- Je sais aussi qu'il a travaillé sur un jeu vidéo Berserk, Ouais. sur Récent. Paranoia Agent et Paprika de Satoshi Kon aussi. Oui, la série en 2 saisons, là, en 3D dégueulasse, c'est 2016. Berserk 2016. Donc c'est Haiyo, c'est ça? De quoi? Ouais, c'est ça, c'est Berserk Haiyo, je crois. Enfin, je sais pas, c'est écrit juste Berserk 2016, moi, là, quand je regarde. Ok. Mais il a pas fait les 3 OAV, il a fait que le premier. J'ai juste l'info Berserk L'Âge d'Or de 2012, donc est-ce qu'il a travaillé sur les 3 ou pas? Ah, mais je crois que les 3 Ça s'appellent aurait pas l'âge été d'or, bien. non? Ouais, les 3 reviennent sur L'Âge d'Or. Ouais, donc, je sais pas. Mais je sais plus s'ils sont sortis en même temps ou avec des... Non, ils sont des sortis à décalages. décalage. Ils sont sortis en décalage. Donc la BO, t'as plutôt apprécié aussi, comme moi. Ouais, elle est cool. En fait, je m'en souvenais plus, mais là, quand j'écoute, ouais. Elle est très, très cool. Je pense que je la réécouterai en dehors du film. Hein. Je l'aime beaucoup. Je l'ai écouté pendant la préparation du podcast. Et, Ouais, franchement. ouais, je sais pas, c'est quelque chose qui peut te transporter, qui peut t'emmener quelque part. Elle te raconte quelque chose, la musique, et j'aime beaucoup. J'aime bien son style. Donc je pense que j'écouterai d'autres choses de lui. Donc, Susumu Hirasawa. Exactement. Ok, on note. Dans le making-of, je sais pas si tu te souviens, il dit qu'il a utilisé beaucoup de boucles dans ses compos. Mhm. En réfléchissant, en remémorant les morceaux de Berserk, dans la première série, il y a également ça. C'est peut-être... Je sais pas si c'est encore son gimmick hein, actuellement, mais en tout cas à l'époque, j'ai l'impression que c'est récurrent dans beaucoup de ses compos d'avoir des boucles D'accord, ok. de sonorités. Ouais. Il dit qu'il a inclus le principe des cycles dans les musiques du film, notamment avec le morceau Rotation, donc rotation, car il voit Millennium Actress comme un film cyclique. D'accord, ok. Je suis en train de regarder un live vite fait là, de Susumu Hirasawa. C'est chelou, ils ont des lasers et ils me passent les mains sur les lasers pour faire de la musique. Ah, stylé. Mais il a l'air d'expérimenter pas mal de choses, hein, parce que j'ai regardé les noms de ses Ouais, albums et ouais. tout. La musique là en plus qu'il fait en concert, en fait j'ai déjà entendu la zik là, je la connais. Elle est très cool. Parce que par exemple, pendant la sortie de Millennium Actress, il y a un album qui s'appelle Propellers, qui est sorti en même temps, sur lequel tu peux aussi retrouver le morceau Rotation, qui est à la fois dans la BO du film. D'accord, ok. Et apparemment, c'est un album qui répond sur certains points à celui du film, Ok. à l'OST du film. Stylé. Donc ça a l'air d'être un musicien, un artiste musical assez conceptuel en fait dans ses projets. Ouais, bah ça m'étonne pas qu'ils s'entendent bien avec Satoshi. Hein.
mais ça se sent déjà un petit peu dans les sons, hein. Je trouve Ouais. qu'il utilise, que ce soit sur Millennium ou Berserk. Désolé, hein, je reparle un peu de Berserk, je cite souvent ces dernières minutes, mais c'est ma seule référence de lui que j'avais en termes de son, et vu que c'est vachement proche du Millennium Actress, le côté concept, on le sent un petit peu dans Berserk, hein, parce qu'on n'est pas, musicalement, on n'est pas sur... Berserk, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est un manga de Kentaro Miura, Oui. qui est de la Dark Fantasy, mais qui a une adaptation en 97. Oui, on parle de la première série sur le coup. Ouais. Et donc on est vraiment dans la Dark Fantasy, mais au niveau des sons, par moment, c'est vraiment des musiques qui peuvent quitter l'univers de la Dark Fantasy. C'est vraiment des sons qui peuvent s'écouter à part et qui pourraient raconter une toute autre histoire, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant, et je trouve qu'il y a un côté très concept dans le choix de certaines sonorités qui tranchent, en fait, de par les images de la série, en fait, et je trouve ça vachement intéressant. J'ai tapé son nom sur YouTube. Sur YouTube, il a fait Paprika aussi, le compositeur là. Oui. Et Tokyo Godfather, il a pas fait? Je sais pas. Tokyo Godfather, il a peut-être fait, mais j'ai pas noté, j'ai pas tout noté. Ouais, c'est ça, Paprika, j'avais dit tout à l'heure, et Paranoia Agent. Ah, la série. Donc la série de Ouais. Satoshi Kon. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour, et qu'on va pouvoir passer au dernier point. Quel est donc ce dernier point? Je sais pas si t'as d'autres choses à rajouter. Non, pas spécialement. Alors, pour notre dernière rubrique, quels sont les points, ou le point que tu aurais le moins aimé dans le film? On rappelle, hein, ce n'est pas obligatoire, hein, si tu n'as rien à préciser, ce n'est pas grave. Non, mais justement, si, parce que moi, la narration, elle m'a perdu. Donc, mais en même temps, c'est le concept du film. J'ai pas envie de dire que c'est un point négatif, tu vois, sur le coup. Pas forcément un point négatif, mais ça peut être quelque chose que t'as toi moins aimé, c'est parfaitement recevable, hein. Ouais. Il m'a un peu perdu, le film, donc ouais, je vais dire ça, sur le coup. Je vais Ok. dire la narration un peu Décousu. décousue, mais bon, ça va peut-être avec le concept, donc... Puzzle. Voilà. Ouais. Bah, puzzle, ouais, mais pas puzzle comme enfin, Perfect Blue, c'est un puzzle aussi, mais... En fait, c'est le fait qu'il n'y a pas... Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie résolution à la fin qui me perturbe aussi, sur le coup. Tu sais, ça me fait penser à Tenet, où on te dit, ouais, faut pas faire gaffe, n'essaie pas de comprendre, tu vois, et moi, j'ai toujours du mal quand les films qui font ça, en fait. Ouais, mais je pense que, pour le coup, je pense que Tenet, c'est vraiment aussi parce que c'est mal écrit. Oui. Non, mais moi, je préfère comprends. Millennium Actress à Tenet, personnellement. Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Là, Bon, ça ouais, c'est dépend des pareil, gens. mais je pense que je comprends pourquoi ça te perturbe aussi, parce que, bah, à la fin, Chiyoko, tu la vois partir, mourir, mais en parallèle, elle décolle, elle s'en va vers un nouvel horizon. Enfin, c'est une étoile, une star, Ouais. qui quitte la Terre et qui quitte sa base et qui va Mhm. vers d'autres cieux, finalement. C'est une étoile qui s'éteint. Et tout. Et bien trouvé. Pour ce que j'aimerais moi, alors je sais pas s'il y a des films parfaits, je t'avoue. Il y a peut-être toujours quelque chose à dire, il peut y avoir des films parfaits dans nos cœurs, je pense, mais actuellement, Voilà. au moment d'enregistrer, en tout cas, Parfait j'ai pour nous. pas de points négatifs à relever, je t'avoue. Ok. Donc, dans les points positifs, je pense qu'on peut mettre chef-d'œuvre. Direct. Bah, dans ce qu'on a aimé, pour l'instant, j'évoque juste un point. Je trouve qu'en deuxième film de Satoshi Kon, bah, le mec, c'est encore surpassé. Et j'ai hâte de voir ces deux prochains films, ces deux derniers et prochains films. Ouais. Pour l'instant, il fait très très fort et c'est ouf, ouais. Ouais, j'avoue que pour deux films, clairement, le mec, c'est un génie, ça c'est clair. Même pas de... C'est de la folie. Ça fait chier de l'avoir perdu si tôt, quoi. Bah, carrément. Ouais. Pour revenir sur les points un peu techniques, parce que j'ai adoré la réal. La réal, je la trouve vraiment folle. Ah ouais, ça par contre, ouais. Je te donne un point positif, ouais, clairement. Quand tu vois ce qu'il fait avec de la 2D, avec le peu de 3D qu'il a utilisé, avec les idées qu'il a, et quand on voit la facilité avec laquelle maintenant on a Ah oui. on peut réaliser Ça. des plans complexes, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut maintenant en 3D. Ouais. Et c'est pas, voilà, je citerai pas de nom, je veux pas cracher sur des films et tout, mais quand je vois l'audace, tous les films peuvent pas être des Millennium Actress, des Perfect Blue, des chefs-d'œuvre à tout, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, et je demande pas d'avoir des chefs-d'œuvre à tous les coins de rue. Mais, Oh, Juste- ça bien. bah, Très bien. idéalement, ça serait le top. mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, la facilité qu'on a de faire certaines choses aujourd'hui, Ouais. avec la 3D, les CGI de manière générale et les effets spéciaux, Ouais. on a quand même beaucoup de films qui sont vraiment pauvres visuellement, comparé à ce que peut offrir éventuellement certains vieux films en 2D, certains vieux films comme par exemple Je sais pas. Perfect Blue, Millennium Actress, quoi. Je me dis que ça fait un peu vieux con comme... Non, comme- ouais, ça fait un peu vieux con, je peux te l'accorder. Parce que, genre, par exemple, on n'a pas vu les films de Osoda, et j'ai l'impression que Bell, par exemple, il a une sacrée gueule, tu vois. J'ai l'impression qu'Osoda, ça a l'air d'être fou. J'ai vu 2 films de Ouais. lui, c'était très très bien en termes de réalisation.
Ouais. Je les ai plus assez en tête, donc mais je sais que c'était très très bien. Je sais Ouais. que c'était... Mais tu vois, pareil, Mamoru Soda, c'est un mec qui a travaillé avec Cons, et c'était un mec de... Oui. C'est un mec qui a travaillé encore chez Madhouse, tu vois. Bah, de toute façon, l'empreinte de Cohn, là, je pense, elle est allée dans tous les... Enfin, dans tous les... Ouais, tous les mecs qui étaient proches de lui, là, et qui font des films en ce moment, ouais. Après, il a l'air d'avoir sa patte au Soda, vraiment. Parce que Ouais, les deux films que j'ai vus, tu reconnaissais son style. Et là, du trailer que j'ai vu de Belle, clairement, tu reconnais son truc. Mais il y a un autre, mais je sais plus son nom, qui a fait des films un peu chelous et tout. Son dernier, c'est un truc sur le surf, je crois. Je pensais que tu parlais de celui de Café Your Name. Non. Oui, mais il y a lui aussi, mais non, je parlais d'un autre qui a fait un film d'animation qui s'appelle Mind Game. Ah, Et ouais. Ouais, tu vois, j'ai pas vu. et lui, J'ai pas encore vu. ça a Mais oui, l'air, je vois. ça a Ok, l'air ouais. pété aussi, ça a l'air un peu pété sur le design. Donc, je sais pas. Bah, je veux pas être en mode vieux con, c'était mieux avant, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que sur la pluralité de films à effets spéciaux qu'on a maintenant, essentiellement de nos blockbusters maintenant, voilà, ils sont fous. Et non, full CGI, tout ça et tout. Quand je vois l'audace des mises en scène, ce qui est proposé, ce qu'il y a dans certains films qu'on découvre là maintenant, enfin, je me dis que... Ou même pour revenir à l'époque, enfin, bon, c'est peut-être pas le moment de revenir dessus, mais quand on a fait Happy Feet, quand tu le remets en contexte de ce qui est sorti à l'époque en film d'animation 3D, bah finalement, y a pas grand-chose qui lui arrive à la cheville en termes de mise en scène, d'audace visuelle. Ce qui est fou pour Millennium Actress, c'est quand tu vois les making-of, ils sont sur les vieux ordi cathodiques Windows 98, quoi. Exactement. C'est des mecs qui font des films comme ça, ok, quoi. Et il y a des plans fous, en 2D complet, dessinés à la main, qu'il y a même des plans 3D aujourd'hui qui n'arrivent pas à être aussi bien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pas une question c'est une question de volonté, je pense. On a carrément les moyens de faire des trucs de fou. Hein. Je veux pas des trucs de fou à tous les coins de rue, comme je tiens à le rappeler. Hein, mais... Après, il faut une vision aussi d'artiste, quoi, derrière. Il faut les idées qui vont avec. Voilà, exactement. Il faut les idées. Exactement. Bah, dans les points positifs, toi, qu'est-ce que tu as relevé? Bah, j'ai envie de dire, la réalisation aussi, parce que, genre, je t'ai dit, la scène où elle fuit à cheval et tout, enfin, je l'avais trouvé ouf et tout. Ouais, je suis d'accord. Et il y a plein de scènes comme ça que je trouve assez folles et tout, donc la réalisation. Et puis les personnages, parce que les personnages sont chouettes quand même, hein. Ils sont bien. Ils sont bien, franchement, t'as envie cool, de les suivre et tout. Enfin, ils sont très sympas, ils sont fun, ils sont positifs aussi, généralement. Donc, puis, ce qui est cool, c'est que comme t'as Genya et comme t'as Ida, c'est ça? Ouais. Donc le caméraman, Ida, et Genya, qui est le journaliste, le fan, t'as deux personnes à qui un petit peu t'identifier, même si c'est des mecs. T'as vraiment le fan qui va être à fond dans la vie de son actrice, qui va pleurer, être ému, et essayer de participer activement à ses films et à sa vie. Et t'as l'autre qui va être un peu plus en recul et se poser des questions, et ça, je trouve ça super malin, quoi. D'ailleurs, il y a une scène très drôle, à un moment où c'est genre la fiction s'arrête, et tu les vois en train de raconter la fiction, tu sais, tu vois juste Genya qui a le casque de samouraï sur la tête, et ils font les fous, là. C'est trop bien. Ouais, c'était marrant. Ça rappelle un peu le making-of quand ils testent les armes et tout, quand ils portent les armes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est trop cool. Bon, moi, clairement, je suis un peu plus du côté de Genya. J'étais tout ému à la fin. Franchement, le film, à la fin, j'étais tout triste. J'étais en mode, de voir Shiyoko partir et tout, de voir le film se terminer. C'était 1h30 de bonheur à la fin. J'avais les yeux tout humides, quoi. Je me suis dit, c'est fini et tout, c'est bon, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un truc, je sais pas. C'est trop triste, mais c'est à la fois trop cool. Donc on va être d'accord pour dire que l'ambiance est folle. Oui, ça, oui, clairement. C'est une course folle à travers la vie de Chiyoko. La musique est cool, les séquences, t'as une belle intensité dans les séquences, t'as de l'émotion. Comme j'aime les biographies d'artistes. Ouais. Celle-là, ça va être une de mes favorites, je pense. Ouais. Tout en haut, t'as Millennium Actress, et tout en bas, t'as Bohemian Rhapsody. Voilà. Ouh, ça envoie des fions. Et comme dernier petit point positif, j'ajouterais que pour moi, c'est une pierre angulaire du cinéma, comme Perfect Blue. Ouais. Et je parle de cinéma, pas que d'animation, je parle de cinéma général, avec un grand C. Et je trouve que pour l'instant, Cons, en 2 films, il n'a rien à envier à Hitchcock, De Palma ou Spielberg. Ah ouais, tu vas loin. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure. Où est-ce qu'on peut nous retrouver, s'il te plaît, petit instant promo? Alors, bah écoute, on peut nous retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram, @StopMotionPod, et voilà. Les étoiles sur Apple Podcast, tout ça, 5 étoiles, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager, ça nous aide beaucoup. Voilà, partagez les coms, patati patata, quoi. Exactement. N'hésitez pas à nous donner des petits... nous laisser des petits commentaires, nous laisser votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Et puis nous, ça nous fait des choses éventuellement sur lesquelles rebondir, des choses qu'on peut améliorer derrière ou pas, des choses qui vous ont plu ou pas. Et
Ça nous aidera à Exact. grandir. J'approuve ce message. Du coup, Millennium Actress, c'était notre premier film Premier film pour de... notre thème ouais. de l'autre côté du miroir. Yes. Le prochain Quel est donc... sera... Attends. Quel est donc le prochain film du thème de l'autre côté du miroir? Bah, le prochain, ça sera l'étrange Noël... non. Je dis non. Pas du tout. n'importe quoi. Pourquoi? Non. Ce n'est pas ça. Je confonds toujours les titres, c'est l'enfer. Le prochain film... C'est Scrooge, non? C'est pas Scrooge? Si. Ouais, mais il y a un nom complet pour Scrooge, c'est pas juste Scrooge. Bon, le prochain film, c'est Scrooge. La version... Quelle version? C'est ça la question. C'est... Alors, attendez. C'est le drôle de Noël de Scrooge, de Robert Voilà. Zemeckis. Merci, Sta. Moi, je pense toujours à l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, alors que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est vrai que ça se ressemble un peu. Je comprends que t'es galéré. Je fais toujours un micmac des deux titres, hein, parce que moi, j'appelle toujours le film C'est vrai Scrooge, en fait, donc quand je pense au titre complet... Enfin, bref, voilà, je raconte encore ma vie, je pars en cacahuète. Donc, de notre cher Robert Zemeckis, encore un précurseur, du coup, dans l'animation 3D. Ouais, et on n'a jamais parlé de lui, donc ça va être cool. Encore jamais, ça va être très très chouette. Dans mon souvenir, le film était cool. Et ça sera notre deuxième film en performance capture, après le Tintin de Spielberg. Yes, c'est vrai. Donc nous, on se retrouve très vite, j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que ce nouveau thème vous plaira. Et en termes de conclusion, oui, t'allais dire? Non, je dis moi, il me plaît, je fais l'auditeur. Moi aussi. Est-ce que c'est pas le principal? Non. Donc on vous dit à très vite. Pour conclure, je dirais qu'après Perfect Blue, Cons nous aura offert une nouvelle pépite. Et cette fameuse clé va me guider jusqu'à la découverte de ses prochains films, accompagné d'un enthousiasme certain. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite de son travail, je sais pas pour toi. La clé et tout, j'ai compris. Ah, c'est bon. Si, j'ai hâte de voir Tokyo Godfather. Enfin, il en reste plus que 2. Il y a 2 et une série. C'est Tokyo Godfather, Paprika et Paranoia Agent. Ça sera un de nos MacGuffin peut-être du podcast, qui sait. On retrouvera peut-être de nouveaux Cons. C'est possible. Un de ces jours, qui sait. Bah oui. Ça arrivera. Et je clôturerai le podcast sur une déclaration de Cons. Citation. Il n'y a pas de réponse unique. C'est ce que je souhaite le plus pour mon travail. Je veux que les gens le voient de plusieurs façons différentes. Voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, aka Scrooge. Et Stan, on se revoit très vite. Ça marche, à la prochaine. Ciao, ciao, à très bientôt. À bientôt, salut.